Nous avons le plaisir ce soir d'écouter Michel Lourd, membre de notre académie et président également de la section Histoire, Lettres et Arts. Donc, je suis obligée de le présenter en sa place et qui va nous parler de l'archéologie sous-marine française. Et sous le titre qu'il a proposé, on voit l'importance et l'expansion de cette discipline dans laquelle notre pays a su tenir largement sa place. Mais je ne vais pas vous... Alors Michel a été pendant de longues années directeur du DRASM, le département de recherche sous-marine et subaquatique. Et donc, absolument, sans bégayer. Et donc, évidemment, il a joué un rôle considérable. Je lui laisse la parole sans plus tarder. Bravo, merci. Bonsoir, merci Hélène. Alors effectivement, comme les psychanalystes disent, comment t'énonces-tu toi, donc je vais profiter de me présenter rapidement. Je suis archéologue sous-marin depuis trop longtemps, depuis 1979, vous ferez le calcul vous-même. Membre de l'Académie de Marine depuis 2011, j'ai dirigé le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qu'on appellera désormais le DRASM. Et j'ai été aussi membre et d'ailleurs le président du Conseil consultatif scientifique et technique de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. C'est la convention de 2001 qui se réunit tous les 2 ans et ça sera cette année à peu près au même moment que l'UNOC. On a beaucoup parlé de l'UNOC au sein de l'Académie ces derniers temps, donc je profite pour vous parler de la convention de 2001 qui va être un peu au cœur de nos débats. Alors, comme je suis historien, alors ça c'est le bip qu'on m'a donné. Ok. Comme je suis à la fois historien et archéologue, j'aime bien, et je vais vous dire ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'on est toujours les héritiers de quelqu'un. En l'occurrence, nous sommes les héritiers de toute une dynastie d'individus qui ont utilisé la plongée, donc et diversifié les méthodes de plongée pour récupérer les cargaisons englouties. Ce qui m'amène depuis longtemps, je viens d'écrire un article sur le sujet et j'espère qu'il est probatoire de rappeler que ce sont les épaves et leurs cargaisons qui sont à l'origine, bien plus que la chose militaire, qui sont à l'origine au fond de toutes les tentatives, parfois désespérées, parfois couronnées de succès, des humains pour s'affranchir de la surface et récupérer à l'origine les cargaisons perdues. Alors, j'ai mis des images qui sont connues. Vous l'avez ici, notamment une stèle de la corporation des urinatores sur la place des corporations à Ostie. Les urinatores, c'est des plongeurs parfaitement attestés qui travaillaient, dont on a retrouvé la trace sur certaines épaves, y compris sur le littoral français, qui avaient pour vocation de récupérer des cargaisons englouties. En fait, la méthode était simple mais compliquée à mon sens sur le plan de la santé, mais en tout cas, c'était de se lester d'un caillou, de descendre sur l'épave, d'attacher une amphore, de la faire remonter en tirant sur le rigodon, comme on le faisait autrefois dans la plongée pied lourd, et puis de remonter, reprendre une pierre, etc. Donc j'imagine que la longévité n'était pas grande. Et puis j'ai voulu vous mettre ce dessin à l'encre et aquarelle qui est très connu de Pierre de Rémy de Beauve, qui est un projet de scaphandre là, qui date du début du XVIIIe siècle. On n'a pas de certitude absolue que ce type de scaphandre ait été utilisé pour travailler sur des épaves. Le seul scaphandre que l'on connaisse à coup sûr de ce type, c'est celui qui a été construit il y a quelques années, fabriqué pour les besoins du film Ridicule. Le film de Patrice Lecomte, on les voit à la fin travailler dans une mare, c'est ce type de scaphandre qu'on y trouve. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. Dans le même registre, on a vu au fond la plongée humaine, urinatores ou les premières tentatives de scaphandre et les premières machines, celles qui sont les ancêtres de nos caissons et des sous-marins. Je vous ai mis, mais il y en a d'autres. Quand on regarde pratiquement au cours des siècles, depuis l'Antiquité, mais surtout depuis le Moyen-Âge, on voit vraiment surgir toute une industrie de la plongée et toujours dans les textes, y compris chez Shakespeare. Il est des textes où il rappelle le besoin de descendre sous l'eau pour y aller chercher les trésors fabuleux. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le tonneau de Lethbridge,
Lethbridge a appelé ça The Diving Engine. John Lethbridge était un marchand du Devon qui, au XVIIIe siècle, a construit ce tonneau. Ça semble un peu invraisemblable, mais il a travaillé jusqu'à l'âge de 81 ans à récupérer des épaves dans tout l'Atlantique jusqu'à l'Afrique du Sud actuelle. Et puis j'ai mis un petit dessin d'une épave qui m'est chère, le Prince de Conti, dont on parlera tout à l'heure pour d'autres raisons. Mais c'est des cloches à plongeurs très rudimentaires, mais qui ont été construites. Celle-ci, la cloche, a été construite spécifiquement, ici d'ailleurs à Paris, et testée dans le réservoir du Pont-aux-Choux en 1747 pour aller ensuite travailler à Belle-Île-en-Mer pour récupérer les lingots d'or et la cargaison du navire de la Compagnie des Indes françaises, le Prince de Conti, perdu en décembre 1746. Il est évident que les slides, les diacs que je vous ai montrés, évoquent des récupérations à des vocations purement commerciales. Et donc il faut revenir au XIXe siècle. Et là, vous avez le premier document à notre connaissance montrant des tentatives de scientifiques d'analyse de vestiges sous-marins. En l'occurrence, ce sont des pieux palafitiques dans des lacs suisses. Et une scène à Morges le 24 août 1854, c'est à notre connaissance, mais il y en a probablement eu d'autres. C'est la première tentative qui s'inscrit dans le cadre d'une tentative de recherche, en tout cas, qui est menée à des fins dites scientifiques pour l'époque et non pas à des fins purement économiques. Il faudra attendre, là, la France a joué un rôle important. Au début du XXe siècle, on va prendre enfin conscience que toutes ces épaves, tous ces sites immergés recèlent non pas seulement des biens économiques, mais en font un peu du patrimoine de notre humanité. Ce sera le cas avec l'épave d'Anticitaire qui est fouillée dans les années 1900-1901 dans les eaux grecques, et puis Amadia en Tunisie, protectorat français à l'époque, où Alfred Merlin, qui était un archéologue français, qui dirigeait les antiquités de Tunisie, qui apprend la découverte par des plongeurs d'éponges, des scaphandriers pieds lourds grecs d'ailleurs, qui travaillent sur les côtes de Tunisie, la découverte d'un site qui est daté du 1er siècle avant Jésus-Christ, où on trouve des statues en bronze, des éléments d'architecture. Et donc Alfred Merlin prend cette initiative d'organiser une récupération, je dirais, scientifique de l'ensemble de cette épave, dont vous pouvez voir aujourd'hui les vestiges conservés au musée du Bardo. C'est là que j'ai retrouvé ces photos il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. On les a retrouvés. Le Bardo ne savait même pas les avoir en collection. C'est des photos. Alors, c'est intéressant à noter que cette tentative scientifique s'est menée avec notamment le concours des piou-piou de la Marine nationale. C'est la marine qui a prêté ses moyens et c'est les scaphandriers pieds lourds grecs, comme vous l'avez sur ces photos. Donc, c'est un incunable, hein, ces documents. C'est peut-être la première pierre miliaire vraie après Anticitaire qui va poser la notion d'archéologie sous-marine, parce qu'on va comprendre d'un seul coup qu'il y a là un potentiel géant. Et on cite toujours cette phrase, qui n'est pas tout à fait d'ailleurs celle qu'a écrit Salomon Reinhardt, qui a été directeur du Louvre. Salomon Reinhardt, on transcrit, il a dit, le fond de la Méditerranée orientale est le plus grand musée du monde. En 1928, ce qui était quasi prophétique, on le sait aujourd'hui que la mer est le plus grand musée du monde, c'est pour ça qu'on schématise aujourd'hui la réflexion de Salomon Reinhardt et on étend le spectre, parce que pour lui, la Méditerranée, pendant très longtemps, d'ailleurs moi quand j'ai commencé ma carrière, on ne jurait que par la Méditerranée. Donc en tout cas, voilà, on est là devant un moment déclic, c'est le moment où tout d'un coup, les scientifiques prennent conscience qu'il y a là, sous l'eau, quelque chose d'autre que des valeurs économiques. Il y a des pages englouties de l'histoire de l'humanité et probablement des témoins qui sont les plus essentiels à conserver, à protéger. Mais comme il s'agit toujours de plonger en pied lourd, les scientifiques sont un peu rebutés et il faudra attendre les années 50. Là, on est au croisement. La dernière opération, et il y en a eu très peu au XXe siècle, la dernière opération qui est conduite par des scaphandriers pieds lourds, ce sont des épaves menées sur l'épave d'Albenga par Nino Lambolien, un archéologue italien qui n'était pas plongeur, et puis d'autres tentatives menées, là je vous ai mis une photo sur des nids à amphores, comme on le disait, de 1947 de La Ciotat. Alors j'appelle ça un peu des armes de destruction massive, parce que quand on utilise des pieds lourds et qu'on marche sur des ensembles d'amphores, après il n'y a plus qu'à ramasser les tessons. Donc c'est la dernière tentative, et l'initiative va complètement être modifiée, parce que pendant ces années
année où on est à La Ciotat ou à Albenga, ben, il y a un petit groupe de marins, Philippe Taillez, Jacques-Yves Cousteau et Émile Gagnant, qui mettent au point ce qu'on va appeler le scuba, le scaphandre autonome. Ça, c'est vraiment le moment déterminant, parce que le scaphandre autonome, c'est la machine qui va enfin permettre un peu aux humains normaux, je dirais, de descendre sous la mer. Et à cette initiative technologique qui prend son essor en Méditerranée française dans les années 40, Cousteau va prolonger, après avoir rencontré un plongeur qui est venu à l'hôpital à la suite d'un accident, qui dit ben oui, en fait, je travaillais sur une épave où il y avait des amphores. Cousteau a l'idée d'amener, de projeter ce qui va s'avérer être la première fouille méthodique au monde, qui est la fouille du Grand Congloué. Alors, je dis toujours, le Grand Congloué, c'est à la fois premier succès incroyable, hein, parce que de 52 à 57, non pas Cousteau lui-même, parce que Cousteau partira vite sous d'autres horizons, mais l'équipe Cousteau va travailler chaque année sur cette épave du Grand Congloué qui se trouve en rade de Marseille et va fouiller le site jusqu'à la publication par Fernand Benoît, qui est l'archéologue, qui est un vieux monsieur, qui ne plonge pas, qui suit tout ça depuis la surface, qui consigne toutes les découvertes dans son cahier de fouilles que j'ai, comme celui d'Alfred Merlin d'ailleurs, que j'ai étudié. Il va publier en 1961 l'épave du Grand Congloué. Sauf que tous les archéologues de la planète intéressés par les civilisations méditerranéennes vont contester les résultats de l'opération parce que dans le mobilier qui est publié, on trouve du mobilier qui, à terre, dans les fouilles terrestres, est séparé par presque un siècle d'intervalle. Et donc, il va y avoir des discussions infinies dans les années 60 après cette publication. Il est vrai, aujourd'hui, nous le savons, puisque les études ont été reprises à la fin des années 70, début des années 80, il y avait 2 épaves au Grand Congloué qui étaient exactement superposées l'une sur l'autre, perdues à un siècle d'intervalle. Ce qui fait que les plongeurs de Cousteau, ils ont d'abord trouvé des amphores et de la céramique à vernis noir. Ils l'ont retiré, ils ont trouvé du bois, ils ont retiré le bois et dessous, ils ont trouvé des amphores et de la céramique à vernis noir. CQFD, ils avaient donc trouvé du mobilier chargé sur le pont, puis du mobilier chargé dans la cale. En réalité, ils avaient traversé le premier pont, le premier bateau, la première carène, ils étaient descendus dans le second bateau. Pas de chance pour eux, dans les deux cas, c'était des amphores italiques et de la céramike à vernis noir, mais elle circulait à un siècle d'intervalle. Et quand je dis premier succès, parce que première fouille méthodique, et premier succès et premier échec, puisqu'ils ne se sont jamais rendus compte, entre 52 et 57, qu'ils avaient fouillé 2 épaves simultanément perdues à un siècle d'intervalle, mais ça a été la chance de l'archéologie, parce que c'est dans ces conditions-là que André Malraux, sans doute assailli par toutes les critiques qu'il entendait fuser sur les conditions de l'opération, et puis par 2 ou 3 de ses conseillers qui avaient une fibre archéologique, c'est comme ça qu'André Malraux a créé le DRASM. Alors il est écrit à l'époque, c'était la direction des recherches archéologiques sous-marines, qui est devenue par la suite le département des recherches archéologiques subaquatique et sous-marine, quand on a associé les gens qui faisaient de l'archéologie dans les fleuves, grottes ennoyées, résurgences karstiques, et puis ceux qui fouillaient en mer. Et donc, c'est ce qui fait que la France, qui avait déjà donc pris de l'avance avec Alfred Merlin, avance qui s'était poursuivie avec les travaux de Cousteau, puis le Grand Congloué, Cousteau-Benoît, eh ben, la France a été aussi le premier pays au monde à créer un service officiel qui existe encore aujourd'hui, qui a été basé, puisque les fouilles c'était celle du Congloué, le service a été basé à Marseille, il s'y trouve encore aujourd'hui, c'est le bâtiment que je vous montre ici, que nous avons inauguré en fait en 2008. Alors, le cadre de l'intervention. Alors, je vous ai mis quand même quelques documents pour étancher votre soif historique, notamment ce document que je trouve absolument magnifique, qui date de 1775 et qui montre, je vous ai écrit la légende, un plan d'un navire espagnol qui a fait l'objet de... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est ce document, en tout cas, ce n'est pas à moi. Mais c'est bon signe, la mer monte, elle arrive déjà jusqu'à nos écrans. En tout cas, d'un navire espagnol, et vous voyez les méthodes de relevage des épaves. On a plusieurs témoignages, notamment j'ai tout un document d'archives qui raconte le relevage d'une épave dans ces conditions, avec des plongeurs qui descendaient jusqu'à 30 mètres de fond, passer des câbles sous un bateau que l'on remontait avec un système de bateau-bœuf. Donc ça, c'est 1775, c'est signé d'un fameux Y. Coton. C'est un très très beau document qu'on trouve aux archives nationales. Le cadre de l'intervention, évidemment, c'est pas de vous parler seulement d'un navire espagnol, c'est de vous parler du cadre administratif.
Si j'arrive à passer après l'intervention marine, maintenant j'ai... Voilà. Alors, le cadre administratif, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, tout le monde le sait. C'est dommage qu'on le répète à satiété, mais que ça ne semble pas complètement convaincre nos élites. C'est que la France est le deuxième propriétaire marien, hein, puisqu'on dit propriétaire terrien, pourquoi pas propriétaire marien ou maritime. La France dispose donc d'un espace maritime aux dimensions planétaires. C'est, comme le dit un ami qui aime à le répéter, c'est au fond, la France est le seul pays au monde où le soleil ne se couche jamais, puisqu'il y a toujours une partie du territoire français qui se trouve au soleil. Donc j'ai mis des airs et de l'eau, c'est près de 11 millions de kilomètres carrés, avec des surfaces maritimes très diversifiées, notamment en métropole, où finalement la France est à l'interface entre les mondes atlantiques et nord-ouest européens et la Méditerranée, donc la confrontation et la liaison, la jonction entre des grandes civilisations. Donc la France dispose très probablement, avec son espace maritime, de l'un des patrimoines les plus riches. Les patrimoines immergés s'entend, mais je parle toujours du patrimoine immergé. Moi, quand je parle de patrimoine, l'un des patrimoines immergés les plus riches du monde, avec des différenciations juridiques, hein, de traitement de la découverte et de ce que l'on découvre. Alors très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours de droit, beaucoup d'entre vous ici en sont spécialistes d'ailleurs. Dans la mer territoriale, l'État, grosso modo, je dirais, est chez lui. Dans la zone contiguë, il n'est pas complètement chez lui, mais par délégation, notamment vu dans le cadre de la Convention de Montego Bay, l'article 3 et le 303, l'État côtier peut intervenir par délégation des pouvoirs des autres États. Et puis la zone de la ZEE, qui est restée longtemps une zone de non-droit. Et c'est en ça que la Convention UNESCO de 2001, dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai présidé le conseil scientifique, est importante, puisqu'elle a étendu le champ des possibles, le champ des prérogatives, jusqu'à la protection des épaves de la zone économique exclusive, droit qui s'applique dès lors que l'intervenant qui se trouve dans la zone relève d'un pays qui a signé la Convention. C'est un peu la lacune, donc c'est compliqué quand on a affaire à des Américains qui, comme vous le savez, ne signent jamais aucune convention, si ce n'est qu'ils imposent les leurs. Alors, le patrimoine immergé, le mot et la chose, en quelques mots, c'est très très large et il faut battre les idées de certains qui... Vous lirez d'ailleurs, on lit parfois des articles, c'est quand même dommage de lire encore ça 40 ans après avoir tenté d'évangéliser la presse, de dire que les épaves récentes ne sont pas du patrimoine. Si, en fait, les épaves récentes, et on le voit quand on lit ce texte, constituent des biens culturels maritimes, les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. À cela, l'article 532.2 ajoute que ces biens appartiennent à l'État si le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé ou si, après l'avoir identifié ou avoir tenté de l'identifier, on ne l'a pas identifié, et encore si le propriétaire a avisé de sa propriété, de la découverte donc de sa propriété, ne manifeste aucun intérêt à le récupérer. Ce qui veut dire que ce droit, en fait, s'applique et considère que sont des biens culturels maritimes à peu près tous les sites complets, épaves ou les objets isolés. D'ailleurs, on pense toujours, quand on dit épave, que c'est un bateau avec le type encore à la barre en disant capitaine à tibord tout. Pas du tout. Une épave, c'est aussi bien un simple objet perdu sur le fond de la mer. Colbert disait un objet resté 100 mètres. Voilà, donc tout ça avec des limites qui sont portées à celles de la ZEE, de la zone économique exclusive, et qui couvrent l'ensemble des objets d'origine anthropique trouvés sur le fond de la mer ou dans la zone intertidale, on comprend que la France est un patrimoine particulièrement important. Alors, au fond, les archéologues sous-marins, ils sont confrontés à quoi ? À quel type de biens culturels immergés ? Alors, je vous les liste très vite pour les avoir à l'esprit. Alors, c'est évidemment, quand on dit épave, les gens pensent à un bateau sur le fond de la mer, donc c'en est effectivement. Ensuite, c'est tous les sites qui sont en lac, les grottes ennoyées, les résurgences karstiques, les rivières. Alors là encore, les voies d'eau. Il ne faut pas imaginer que c'est forcément la Loire au moment de la pleine saison avec un haut niveau. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, par exemple, on fait circuler des barques de 30 mètres de long, chargées souvent, par exemple, les ardoisières d'Angers. On découvre que c'est parfois des rues
des petits ruisseaux d'1 mètre de large sur lesquels circulent ces bateaux. Donc tout ça, évidemment, c'est un potentiel énorme. Les zones de gué, notamment pour les zones où on traverse les rivières, c'est des zones où on perd, on abandonne, on jette. Tout ça, évidemment, c'est un réceptacle aujourd'hui de biens culturels. Alors, il y a les sites auxquels on ne pense pas toujours, mais qui sont des sites autrefois terrestres, aujourd'hui submergés. Là, je vous ai mis l'exemple d'une nécropole. Nécropole qui se trouve dans le golfe de Fos, parce que par simple bradicéisme, par simple tassement des zones maritimes, il y a des zones qui étaient autrefois terrestres qui se trouvent aujourd'hui sous l'eau. C'est devenu donc du patrimoine culturel subaquatique. Les sites autrefois maritimes aujourd'hui enterrés, c'est toutes les épaves venues à l'échouage ou jetées à la côte par effet de grands mauvais temps, de tempêtes, etc., que l'on trouve aujourd'hui dans le sable des plages. Ça, c'est une épave du XVIIIe siècle dont j'ai fait l'expertise il y a très longtemps, qui se trouve, et il en est beaucoup d'autres dans la même zone, c'est sur la presqu'île de Quiberon. Et finalement, mais là, beaucoup d'entre vous l'ont vu, c'est les sites qui étaient terrestres, si j'ose dire, qui le sont restés, mais auxquels on accède aujourd'hui par la plongée. Et là, je vous ai mis l'exemple de la grotte Cosquer, dont beaucoup ont pu visiter lors du colloque de Marseille, la reconstruction. Alors ce patrimoine culturel, vous le voyez, extraordinairement vaste, hein, une zone géographique immense, 11 millions de kilomètres carrés, des fonds depuis le littoral jusqu'à la très grande profondeur, et puis toutes les périodes sont concernées, depuis les grottes paléolithiques jusqu'aux vestiges quasi contemporains, vestiges qui étaient totalement délaissés dans les années... Enfin, moi, quand j'ai débuté dans le métier, à la fin des années 70, début des années 80, personne ne s'intéressait, mais pas seulement aux épaves récentes, on ne s'intéressait pas aux épaves 17e, 18e. Un grand archéologue dont je tairai le nom par pitié aujourd'hui disait on va quand même pas faire de l'archéologie des bottes et des chapeaux, sans se rendre compte qu'en réalité, et moi qui me suis finalement spécialisé en voyant qu'il y avait un manque sur les épaves 15e, 16e, 17e, 18e, je me suis rendu compte qu'on n'en savait quasiment rien. On répétait à satiété des choses parce qu'il y avait un traité de construction écrit par Mathieu Becker au XVIe siècle en Angleterre, donc on croyait tout savoir. Sauf que le charpentier, lui, il lisait pas Mathieu Becker à l'époque, et il utilisait le bois qu'il avait sur le chantier pour construire son bateau. Il construisait le bateau au doigt, à l'œil, si j'ose dire, en discutant avec le client, comme me l'a dit un jour le chantier Sibiril, Alain Sibiril, du fameux chantier de Carantec, disparu aujourd'hui. Alors, il y a cette mémoire sensible et approche archéologique qui s'est développée, notamment, je pense, après... dans les années 80, quand j'ai proposé notamment de faire l'inventaire des épaves du Didet, le ministère de la Culture n'avait pas souhaité que nous perdions du temps sur ce terrain-là. Et en 94, quand on a voulu commémorer le 50e du débarquement, on s'est rendu compte que personne n'avait rien fait, que les épaves avaient été pour l'essentiel ferraillées. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'y intéresser. Alors je vous ai mis ici quelques sites diversifiés qui sont aujourd'hui au cœur d'énormément d'études. Épaves qui subissent, mais on va en parler, d'une double menace au fond. Elles ont été les premières à être littéralement pillées pour faire de la culture du militaria parfois, ou pour remplir les soutes des antiquaires de marine. Et puis, tout simplement, elles sont condamnées. Elles sont condamnées par la corrosion. Donc ces épaves métalliques finiront toujours toutes par être détruites, quoi qu'on fasse. On a commencé des programmes d'anodisation de certaines épaves pour essayer d'en sauvegarder quelques-unes, mais il est évident qu'on ne pourra pas le faire pour toutes. Et je l'ai vu, moi, sur un certain nombre de sites où je suis allé faire des constats d'état au cours de ma carrière. On voyait très nettement le métal disparaît. Et ça, c'est une extraordinaire menace, c'est-à-dire qu'on a pendant des décennies, on ne s'est pas intéressé à ces épaves, jusqu'au moment où on va constater qu'elles sont détruites. Et au fond, les gens qui nous succéderont se diront, mais enfin, ils étaient quand même bêtes. Ils avaient toute la possibilité de prendre des données, de faire de la photo, de prendre des mesures. Ils ne l'ont pas fait. Ne pas oublier que si on a, par exemple, comme vous avez là, le Danton,
qui est un cuirassé français que j'ai expertisé en 2014-2015, qui se trouve par 1025 mètres de fond au sud de la Sardaigne. Le Danton, on voit très nettement le simple mouvement du robot quand on s'approche. J'avais dit, on voit les larmes du Danton. En fait, c'est le métal, uniquement par le déplacement du robot dans l'eau, et c'est des tout petits robots, on voyait le métal qui coulait. C'est-à-dire, il partait en poussière. Donc, j'en avais discuté lors d'un colloque à Washington avec les Américains, qui sont les seuls qui s'intéressaient, comme nous à l'époque, à la protection de ces épaves récentes. Et ils me disaient que normalement, ils avaient calculé par moins de fonds, bien sûr, à Pearl Harbor, l'Arkansas aurait probablement disparu avant 300 ans. Je pense que le Danton, qui n'est pas menacé évidemment par la houle aujourd'hui, mais qui est mangé par les bactéries, notamment la fameuse bactérie qu'on appelle l'Alomonas titanicae, parce que c'est sur le Titanic qu'on l'a observé pour la première fois. On voit très nettement le Danton, les épaves de grande profondeur, on voit qu'elles sont mangées par les bactéries parce qu'elles prennent une teinte particulière. Elles ont une couleur très singulière. Et donc ces épaves, le Danton, je pense qu'il a coulé en 1917. Je pense que dans 100 ans, probablement, ce sera, parce qu'en fond, c'est une espèce de cathédrale de métal extraordinaire. L'impression, le bateau fait 146 mètres de long. Il est posé sur le fond, un peu écrasé sur l'arrière. Il est en élévation, il fait 27 mètres de haut, 25 mètres de large. Donc c'est absolument étourdissant à voir, sauf que cette cathédrale, elle repose sur du métal qui va à un moment, il y a quelque chose qui va céder et tout va s'écrouler d'un coup, parce que ce qui demeure en place ne sera plus à même de supporter le poids notamment des tourelles, etc. Donc il y a vraiment une urgence, et c'est donc une thématique aujourd'hui qu'on développe. C'est une étude qui est importante. Évidemment, vous avez reconnu les fameux blindés à la triste figure du D-Day. Dont on a délaissé l'histoire. Et là, l'archéologie a quelque chose à raconter, notamment un plongeur de Normandie, pas du tout archéologue, mais qui a eu l'idée, qui était ferrailleur, qui faisait de l'épave et qui était ferrailleur. C'est lui qui m'a... J'étais censé venir lui reprocher d'avoir ferraillé des épaves et de les détruire. Et c'est lui qui a créé le premier musée, le musée du D-Day à Port-en-Bessin. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Et c'est lui qui, en récupérant un blindé, a retrouvé notamment des lettres incroyables, des lettres que le pilote du blindé écrivait à sa promise aux États-Unis, sans avoir aucune idée de la possibilité d'aller mettre ça à la poste en Normandie, évidemment, dans le contexte. Mais je pense, pour calmer ses appréhensions, il lui a envoyé une lettre. Et ça, évidemment, c'est irremplaçable comme témoin, témoin de nos vies, de ce que nous sommes, de nos angoisses, de nos peurs ou de nos joies. Pour dire les choses, c'est que ce pilote a survécu au naufrage de son blindé. On l'a retrouvé, ce pilote, et on lui a remontré la lettre. Il s'est souvenu de cette lettre. Sa promise ne l'était plus. Il avait épousé quelqu'un d'autre en rentrant aux États-Unis après la guerre. Phénoménalement, la télévision américaine s'est emparée de l'histoire, et une dame a téléphoné en disant « mais c'était moi », et ils se sont retrouvés comme ça. Le reste est une affaire qui les concerne, je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, compte tenu de ce potentiel, la France occupe évidemment une place de choix dans le domaine de l'archéologie sous-marine, pour avoir eu ses pionniers, ceux qui ont créé le métier, pour avoir ce potentiel extraordinaire, cette zone géographique immense. Donc je vous ai mis quelques chiffres pour avoir une idée. En 1966, quand Malraux crée le DRASM, donc une organisation pour gérer administrativement et scientifiquement le patrimoine immergé, on connaissait 49 épaves. 49 étaient recensées. À la date d'aujourd'hui, on en a expertisé, voire étudié de manière systématique, près de 1900. 1900, c'est peut-être plus que le nombre d'épaves étudiées sur le reste de la planète. Donc ça donne une idée quand même de la position de la France dans ce domaine. Alors, je vous ai mis un chiffre et je vais vous en donner le secret. Sur la France métropolitaine, en discutant avec le CHOM, on pense qu'on doit être, nous, dans les épaves qui nous intéressent, autour de 20 000. Et puis, on a extrapolé à 150 à 200 000 dans les limites de la ZEE française. Alors, un jour, je disais à un journaliste, je disais, ouais, mais enfin, ce chiffre, vous savez, ça ne vaut pas grand-chose. Il me dit, ah ben si, vous rigolez. Je l'ai lu, c'est des scientifiques. Alors, j'étais obligé de lui avouer que c'est moi qui l'avais inventé. Que ce chiffre était complètement bidon. Mais comme je travaillais pour l'UNESCO et que l'UNESCO disait à 30
3 millions d'épaves dans le monde, j'ai fait une cotation. J'ai dit, ben, s'il y a 3 millions d'épaves dans le monde, la France occupe 3,71% de l'espace maritime, donc on a 150 à 200 000 épaves. Sauf que ce chiffre s'est fossilisé, que maintenant on me l'oppose quand j'ose dire que je ne suis pas sûr que ce chiffre soit le bon. Voilà, vous avez le secret. Et là, je vous montre, vous avez une très belle photo de l'épave de la Madrague de Gien. C'est là qu'on a retrouvé notamment le passage des Urinatores, avec, dans les zones où il n'y avait plus d'amphores, il y avait tous ces cailloux entassés. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve à peu près tout ce que l'humanité a pu produire. Voilà. Et c'était vrai à l'époque, c'est vrai aujourd'hui. Le transport maritime, c'est le plus pratique et le moins coûteux en théorie. Pas forcément le plus sûr, suivant les périodes, mais en tout cas, c'est celui que les hommes ont privilégié. Alors, on y trouve tout. Des objets, voilà, des instruments chirurgicaux, des objets de luxe, et qui d'ailleurs le sont restés quand on les découvre, ou des objets frustres, qui sont devenus des objets de luxe par la vertu du temps qui passe, et puis des cargaisons de matières premières, de la céramique à en mourir, tellement il y en a. Un archéologue très connu a fait toute sa thèse sur les céramiques italiennes, et il avait écrit à la fin de sa thèse, il dit, à vrai dire, la céramique ne me fait plus rire. Tellement c'en est épuisant d'étudier, mais voilà, à toutes les époques, tous les types de céramike, vernissée, pas vernissée, jusqu'à la porcelaine de Chine, évidemment, arrivée. La porcelaine de Chine, hein, il faut savoir qu'un navire de la Compagnie des Indes pouvait ramener jusqu'à 1 800 000 pièces de porcelaine de Chine en un seul voyage. Alors, les matières premières, alors là, de toutes les époques, et l'archéologie sous-marine est quasi irremplaçable pour ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une matière première, si elle est déchargée, ben elle est transformée, et donc on n'a plus idée ni de la nature du matériau, ni de son conditionnement. Et ces matières premières ont une histoire, c'est écrit dessus comme le port-salut. Là, je vous ai mis des lingots d'étain. Vous voyez cette espèce de buste lauré qui est un buste, en fait, d'un Hermès. Et donc le lingot nous dit que c'est des celtibères Hypokelton, en fait. Je vous le dis en grec, ça va plus vite. Hypokelton peri Héracléiden, c'est ce qu'il y a écrit sur le tampon, croyez-moi. Ça pose vraiment des questions. C'est des gens qui produisent des lingots d'étain au IIe siècle, hein, avant Jésus-Christ, et ils produisent ces lingots d'étain en se désignant eux-mêmes comme des Celtes du bas autour d'Héracléides, c'est-à-dire peut-être autour des colonnes d'Hercule. Donc c'est une production probablement du sud de l'Espagne. Et puis vous avez cette épave de Ploumanac que j'ai fouillée entre 83 et 86, extrêmement rare, hein, une épave antique qui a d'ailleurs sans doute convaincu les Méditerranéens qu'il y avait quelque chose à faire en Atlantique, puisque cette épave, au fond, réconciliait l'Antique et l'Atlantique. Ces lingots extraordinaires. Vous avez sur le lingot du bas que je vous ai mis, on voit abrégé CIVT, en fait Civitas Icenorum. Donc c'est des gens qui se font référence à une tribu qui est la tribu des Icènes, dont on connaît l'existence dans le nord de la Grande-Bretagne, mais qui ne produit pas de plomb. Et donc on peut supposer qu'au IVe siècle, parce que je pense que l'épave, enfin en tout cas je l'ai daté du IVe siècle, probablement, il y a des populations qui sont repoussées par les Saxons, qui descendent et qui se trouvent à s'employer dans des mines de plomb, probablement au Sussex. Et vous avez d'autres lingots de cuivre, etc., là aussi, qui sont couverts d'inscriptions. Donc ces matières premières sont extrêmement importantes, et c'est le seul moyen, l'archéologie sous-marine, pour comprendre ce commerce qui est encore d'ailleurs dans le monde relativement essentiel. On n'entend parler plus que de ça, des métaux rares. Et cela en était à l'époque. Jusqu'à l'époque moderne, vous avez tous les types de cargaisons. Le Mauritius 1609, c'est une épave que nous avons étudiée sur les côtes du Gabon dans les années 86. C'est une épave qui avait été découverte par Elf Gabon, que nous avons étudiée. Et on a récupéré 22 000 lingots, 22 000 lingots de zinc pur. Et alors que le zinc pur n'a vraiment été identifié et reconnu en Europe qu'au XVIIIe siècle. Là, on est au début du XVIIe. À l'époque, ces chargements étaient signalés comme de tutenago, tintonnage, tintenago, suivant les langues. Et il a fallu cette cargaison du Mauritius pour qu'on découvre. Alors on disait que ça doit être un alliage, etc. C'est probablement des lingots qui étaient ensuite réutilisés dans l'art de la dinanderie. Mais voilà, il a fallu l'épave pour nos analyses ont montré qu'il s'agissait de zinc pur, que produisaient les Chinois, alors que ce zinc
commence à être identifié par Paracels, mais ne sera vraiment individualisé en Europe qu'un siècle plus tard. Et puis des lingots d'or, matière première aussi, des lingots d'or, dont je vous dirai 2 mots tout à l'heure. Des lingots d'or, en l'occurrence toujours sur le Prince de Conti, lingots d'or couverts d'inscriptions de signes chinois pour dire que c'est un trésor, que c'est important. Beaucoup de bois, pas celui dont on fait nécessairement les flûtes, ni celui dont on fait les bateaux, mais dont on fait les pièces de gréement. Pour avoir une idée, une frégate au XVIIIe siècle, c'est pratiquement 500 poulies dans les manœuvres. Donc il est évident, là, je vous ai mis des poulies, enfin des pièces d'accastillage que l'on a trouvées lors des fouilles que j'ai co-dirigées avec ma collègue Elisabeth Vera. Sur les fouilles de la Natière, qui sont 2 épaves de navires corsaires, et puis sur les grands vaisseaux de ligne perdus au soir de la bataille de la Hougue, devant l'île Tatiou. Donc il faut savoir, alors là, le bois c'est compliqué aussi assurer le traitement des bois gorgés d'eau, c'est très complexe, c'est très long et donc du même coup c'est relativement coûteux. Donc là il y a aussi un geste à avoir pour l'archéologue, il y a un rapport qualité-prix à l'action. Ça peut prendre des mois, voire des années à traiter des bois et parfois même le bois encore bouge. Donc il faut savoir pourquoi on sort ces pièces et quel en est l'intérêt. 60% à peu près sur un navire du 17-18e siècle, c'est 60% des mobiliers que l'on trouve sont en bois. Des études d'architecture navale, ça fait partie du métier. Tous les archéologues sont confrontés à ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est de pénétrer les arcanes de la construction navale, du savoir technique, des gestes techniques, des signatures techniques, au fond, qui se transmettent à une époque où l'écrit ne se voit que chez les très fins lettrés qui ne sont pas chez les charpentiers. Les charpentiers ne sont pas des fins lettrés. Et donc, c'est la confrontation quand on commence à avoir du texte à partir du XVIe. Il faudra attendre Colbert, l'album de Colbert notamment, pour qu'on commence à tenter de standardiser. Donc, il faut étudier les carènes, et c'est ces carènes qui nous renseignent sur les savoirs techniques de ceux qui les ont bâtis. Alors, là, je vous ai mis quelques études d'architecture navale de l'épave de la Bergerac du XVe siècle que j'ai fouillé il y a bien longtemps, qui est un navire qui appartenait probablement, c'est un texte de 1432 qui me l'a enseigné, qui appartenait sans doute à un dénommé Richard Marquiez, un marin anglais, mais qui a été construit très certainement dans le nord de l'Espagne, côte atlantique sans tout. Voilà, ça c'est la courbe dendrochronologique du bois on a eu une courbe de 229 ans sur les bois de la Bergerac qui ne corrélait avec rien, si ce n'est avec des petites touches de Pays basque. Des études d'architecture navale, comme là, c'est une étude que j'ai faite en 1992 sur les chantiers de Karangui à Karachi, où j'ai découvert des gens qui construisaient sur le sable de la plage comme on construisait à l'époque romaine. Donc c'était extraordinaire parce que tout d'un coup, c'était comme si on avait une machine à remonter le temps et on voyait des gens en train de travailler comme on travaillait autrefois. Voilà, là, je vous ai mis l'épave du sultanat de Brunei, qui reste peut-être la fouille la plus importante au monde. Là, j'avais une équipe de 172 personnes. Gigantesque site à 50 km au large en mer de Chine. Et on n'a pas trouvé d'éléments d'architecture navale du bateau, mais on a pu reconstruire le bateau par la méthodologie de fouille qui nous a conduit à positionner chacune des pièces que l'on trouvait, que l'on remontait. Et c'était très compliqué parce qu'il n'y avait strictement aucune visibilité au fond. On était dans la boue liquide, au large de Bornéo. Et en fait, c'est uniquement quand on a eu tout positionné à la fin de l'opération, quand on a repositionné sur un plan l'ensemble des objets qu'on avait remontés, qu'on a pu retrouver la forme du bateau, une forme de grande jonque chinoise avec notamment ces cloisons qu'on reconnaît dans la construction asiatique, et d'identifier donc la taille du bateau et son contenu. Alors, et j'en dirai tout à l'heure 3 mots à la fin sur l'archéologie des abysses. C'est la nouvelle frontière auquel nous sommes confrontés, les archéologues sous-marins. L'archéologie des abysses, c'est un programme que j'ai moi-même lancé en 2007, de manière très ambitieuse, parce qu'en 2007, on n'avait pas de robots et plus de bateaux. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait se faire des bons de commande au Père Noël. Donc, l'idée, c'était de ne pas arriver sur les épaves de grande profondeur, les derniers,
comme on l'avait été trop souvent dans les années 60-70 sur des épaves qui avaient déjà été pillées sur les sites côtiers jusqu'à des profondeurs moyennes, jusqu'à 50-60 mètres. Et donc je reviendrai sur cette machine un peu singulière qu'on appelle Ocean One. Mais en tout cas, c'est un programme qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance et qui fait la convoitise d'ailleurs de très nombreux pays dans le monde. Pas forcément de celle des Français, mais de beaucoup de pays qui nous contactent là-dessus. Alors je veux parler de l'influence internationale de la recherche archéologique sous-marine, avec ces images d'ailleurs de l'expédition. On parlait avec Hélène Richard tout à l'heure de la Pérouse. Donc ça, c'est une image du site de Vanikoro, hein, de l'Astrolabe. Alors, les archéologues français, les archéologues sous-marins français ont, par cet avantage peut-être d'avoir été les premiers, d'avoir inventé d'une certaine manière le métier, même si on se fait aujourd'hui rattraper par beaucoup de pays, la Chine en premier lieu, qu'on a formé en plus. Mais on a eu des collaborations à peu près à l'échelle de la planète et elles se poursuivent encore aujourd'hui. Donc les archéologues français, voilà, en tout cas, Yukaidi, Yukaida ou Cocorico, mais en tout cas, c'est une des disciplines de la recherche où les Français sont reconnus comme les primus inter pares, ceux qui ont vraiment l'expérience la plus grande. À l'UNESCO, c'était vraiment c'était récurrent qu'on me dise « Ah oui, mais vous, la France, comment vous feriez, vous qui avez une certaine expertise ». Du coup, dans le monde entier, on a joué aussi un rôle dans cette convention. Ce qui est regrettable, c'est qu'on ait mis longtemps à la ratifier. C'est encore plus regrettable que la convention de 2001 ne soit toujours pas déclinée en droit national, alors qu'on l'a ratifiée en février 2013. Et à la minute où je vous parle, elle n'est toujours pas déclinée en droit national, alors qu'on a besoin de cette déclinaison en droit national de la convention de 2001 pour fournir les instruments juridiques aux autres administrations qui travaillent à la mer. Des fouilles à Madagascar. Il y a de nouveau des projets à Madagascar. Ça, c'est des missions que j'avais dirigées avec des archéologues français, croates et sud-africains pour le compte de l'UNESCO à Madagascar. Donc vous voyez que l'archéologie sous-marine française s'exporte. Et puis, une tendance dans le monde de l'archéologie sous-marine aujourd'hui, c'est d'instrumentaliser les épaves. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez récent, je dirais que ça a moins de 15 ans, où on voit que la recherche peut être manipulée et instrumentalisée pour des revendications nationales. C'est le cas, mes copains canadiens, une grande partie des équipes de Parc Canada ont été formées en France. Hein, lorsqu'ils ont retrouvé les HMS Airbus et Terror de l'expédition de John Franklin, ils ont été priés de garder le silence parce que Stephen Harper, qui était Premier ministre à l'époque du Canada, a souhaité annoncer lui-même la découverte parce qu'il voulait imprimer la souveraineté, mais en même temps du Canada, sur le Grand Nord et le passage du Nord-Ouest où il y a toujours un bisbille avec, et ça ne va pas s'arranger à mon avis, avec les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est des phénomènes récents. On le lit maintenant, ça paraît étrange quand on est archéologue, où on a vocation à étudier les civilisations, et pas les civilisations, de voir que des fouilles deviennent des instruments de revendication nationaliste. Alors évidemment, la Russie n'a pas laissé les Canadiens seuls sur ce terrain. Poutine est allé notamment en Crimée plonger sur des épaves pour rappeler l'importance de ce patrimoine, que la Crimée, etc. Vous l'avez compris, le discours, je n'ai pas besoin de vous le faire. Et puis la Chine. On a signé, la France est, je crois, le seul pays qui ait signé un accord de coopération scientifique dans le domaine de l'archéologie sous-marine avec Taïwan d'un côté, avec la Chine de l'autre. Comme on ne savait pas le premier qui arriverait, on s'est dit on va signer avec les deux. Ça nous permettait de travailler dans les deux pays. Mais c'est vraiment la Chine. Alors là, c'est carrément les archéologues chinois qui me l'ont dit, parce qu'on est devenus amis avec les années. À un moment, j'y allais assez régulièrement, et plus depuis maintenant quelques années, parce que les choses se sont gâtées. Mais il m'avait dit, il leur avait dit, mais qu'est-ce que vous allez faire vous, pourquoi vous lancez dans les épaves lointaines? Vous en avez plein sur le littoral, sur la côte sud de la Chine. Et il m'avait dit que les consignes de l'État, c'était de démontrer que les épaves de la mer de Chine sont chinoises. Et donc, si les épaves sont chinoises, c'est que la mer de Chine est chinoise. C'est QFD.
Donc là, c'est vraiment une instrumentalisation. Alors, ça intéresse les archéologues parce qu'ils en profitent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert, ça je l'ai découvert dans les relations, un jour les Chinois qui étaient venus à Marseille pour des réunions, un coup on les faisait en Chine, un coup chez nous, et ils m'ont soumis le cas d'un atoll que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, l'atoll de Scarborough, qui se trouve en litige entre les Philippines et la Chine. Et ils m'ont dit, mais est-ce que tu as été à Scarborough? J'ai dit, oh, ben, le hasard fait que j'ai un copain dans les bureaux à côté. Moi, j'y suis pas allé. J'ai travaillé beaucoup aux Philippines, mais je ne suis pas allé à Scarborough. Mais j'ai un copain qui a été à Scarborough. Je vais le chercher, il revient. Et donc, et ils lui disent, mais est-ce qu'il y a des épaves? Il dit, ah oui, oui, j'ai vu un navire espagnol, j'ai vu une jonque chinoise, etc. Quand je faisais de la prospection dans l'eau. Et les Chinois, je les vois partis à discuter. Et une archéologue chinoise me dit après, c'est très embêtant parce qu'ils veulent construire une piste et ils ne voudraient pas être emmerdés par le patrimoine sous-marin. Et ça les gêne un peu ce que tu viens de leur dire, qu'il y avait du patrimoine parce qu'ils voudraient faire une piste d'aviation. Donc voilà, cocorico. Donc les archéologues peuvent être un frein à la présence chinoise en mer de Chine dans des zones contestées. Pour autant, mais c'est pour ça que je vous ai mis les images internationales, vous avez là des projets absolument pharaoniques. On a été consultant après le projet, c'est-à-dire ils ont trouvé une épave en mer de Chine par 32 mètres de fond. Ne sachant pas comment la fouiller, parce qu'ils n'avaient pas d'équipe à l'époque, ils ont récupéré l'épave, ils l'ont mise dans une enceinte, ils l'ont ramenée sur le sable d'une plage, ils ont construit un musée autour. Et ensuite, ils sont venus nous dire comment on peut faire l'étude. Alors nous, on regardait ça en prenant l'air très net, comme si on faisait ça tous les jours, de sortir une épave de 32 mètres, traîner, construire des buildings autour sur la plage. Mais en fait, ça me paraissait complètement fou. Je me disais, c'est surréaliste. Ils sont en train de nous demander comment il faut faire, alors que ce qu'ils viennent faire, c'est le truc qu'on ne peut même pas imaginer dans nos rêves les plus fous. Mais effectivement, il eût été souhaitable peut-être qu'ils nous consultent avant, parce qu'il y avait quand même des erreurs à éviter. En tout cas, ça aussi, c'était intéressant, c'est que les Chinois, comme les Taïwanais d'ailleurs, ils avaient fait ça de manière très méthodique. Ils avaient testé des équipes américaines, anglaises, de différentes nationalités, puis nous. Et ils ont décidé de signer un accord avec nous et Taïwan de la même manière. Taïwan a considéré que les Français étaient ceux qui avaient la plus grande expérience, qui leur avaient fait gagner. Les Taïwanais m'ont dit, vous venez de nous faire gagner 3 millions de dollars parce qu'on a fait une expertise d'un site. Les Américains avaient dit, oh là là, il faut geler tous les projets portuaires, c'est une épave, c'est extrêmement important, etc. Et puis, tous les gens qui étaient passés s'étaient affichés sur cette première impression. Et nous, ce qu'on a trouvé, on n'avait pas besoin de frimer, donc on a dit, mais non, mais on est dans une zone portuaire, le mobilier n'est pas de la même époque, en fait, c'est des jets de bateaux qui sont au mouillage, ils jetaient la vaisselle cassée, vous avez que de la vaisselle cassée, mais là, il n'y a pas d'épave. Et du coup, le projet, ils étaient en train de perdre 3 millions de dollars, ils ont relancé le projet, ils n'ont pas été obligés de payer les infrastructures qu'ils auraient dû payer aux constructeurs, puisqu'ils étaient en tort. Et donc, on est devenu... C'est la première fois de ma vie que je mangeais avec 2 ministres de la Culture, tous les deux taïwanais. J'ai jamais très bien compris la différence entre les deux. La mer est le plus grand musée du monde. J'ai commencé par ça. Oui, c'est le plus grand musée du monde à coup sûr aujourd'hui, mais c'est aussi probablement le plus menacé. Il couvre 71% de la planète, hein, on le sait, mais il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de loi spécifique pour le protéger. Il y a très peu de pays qui disposent même d'équipes scientifiques pour étudier ce patrimoine. Les peines sont anecdotiques dans la plupart des législations. Et en plus, quand il n'y a pas de cas de flagrant délit, il est très difficile de dire que les gens ont pillé une épave quand on ne sait même pas où ils ont ramassé le mobilier. Donc ça, je vais vous parler un peu des menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel subaquatique. Donc les menaces sont les mêmes qui pèsent sur le reste du monde, hein. La crise environnementale, les activités humaines dans leur diversité, et puis ce qu'on appelle le pillage. Donc je vais vous en faire le tour rapidement. L'environnement, vous l'avez compris, est une menace puisque la remontée des eaux marines est en train de purger beaucoup de sites. Ne jamais perdre de vue qu'aujourd'hui, en 2025, 75% de la planète vit au bord d'un littoral, mais c'était déjà vrai, l'évolution est déjà très très ancienne. Donc les racines de nos civilisations se sont incrustées sur les bordures littorales, ces bordures littorales qui sont aujourd'hui cannibalisées par la mer. Le meilleur exemple, c'est ça. C'est le tour de la Méditerranée, des 49 sites du pourtour méditerranéen qui sont classés au patrimoine mondial, 42 ont déjà souffert des effets de l'érosion côtière.
Et actuellement, je travaille sur des études pour le gouvernement saoudien et je pense qu'en mer Rouge, ils vont avoir exactement les mêmes problèmes avec en plus le retard de ne pas avoir dressé encore d'inventaire de leur potentiel. Donc ça, c'est un problème. On le voit ici se matérialiser. Là, on est en France. Hein. C'est les épaves qui sont lessivées sur la zone intertidale. Lessivées au sens où les marées, les tempêtes hivernales désensablent la côte. Et comme les tempêtes se succèdent, je ne sais plus en quelle année, il y a une dizaine d'années, il y a eu 24 tempêtes dans l'hiver, classées comme telles. Et du coup, il n'y avait pas de réengraissement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sites qui ont disparu, à l'île-Dieu notamment, des sépultures médiévales, etc. Et là, malheureusement, il n'y a pas la puissance d'intervention. Les archéologues sont trop peu nombreux pour être capables. Je ne vous l'ai pas dit, mais le drasme, c'est aujourd'hui, y compris en calculant les fonctions support, les secrétaires, le gardien, les techniciens de plongée, etc. C'est moins de 40 personnes pour 11 millions de kilomètres carrés, ça fait pas beaucoup. Et là, vous avez des sites, toujours dans des eaux françaises, mais parfois ailleurs, comme à la Guadeloupe, vous voyez un cimetière amérindien, lessivé par le mauvais temps. Le cimetière de Torcy sur le fleuve Mahuri, qu'on a expertisé. Pour ceux qui aiment les bains de boue, je leur conseille, c'est un endroit magique. Et puis, où ce site néolithique, là, qui est apparu et disparu en quelques années, on est dans la région de Soulac, donc, qui est littéralement dévoré aujourd'hui par la mer. Donc je passe sur le port de Fos. Les solutions, ben, vous en avez vu une pour ceux qui sont venus au colloque international des académies marines européennes, c'est notamment d'essayer de protéger ce qui va disparaître, c'est-à-dire en l'occurrence la grotte Cosquer, comme on ne peut pas pour l'heure envisager de débiter toutes les roches, et c'était la reconstruction que vous avez visitée, la grotte Cosquer, grosso modo, elle aura disparu dans moins d'un siècle, très probablement, pour l'essentiel. Donc il y a aujourd'hui, évidemment, mon collègue Cyril Montoya qui dirige des recherches dans la grotte Cosquer, mais c'est évidemment très lent, ça prend beaucoup de temps, alors que le job à réaliser est immense. Voilà. Les activités industrielles en mer, ben, vous vous en doutez qu'elles ne peuvent pas être de totale innocuité sur le patrimoine culturel subaquatique. Donc je vous montre quelques images d'activités offshore, de dragage, d'exploitation. Les images que vous voyez là en bas à droite, c'est une épave qui a été déchirée par les dragues lors des travaux d'infrastructure du Havre-Port 2000, au début des années 2000. Donc on est intervenu évidemment, mais dans l'urgence absolue. Donc ça, c'est un des problèmes auxquels nous sommes encore confrontés, parce que même si aujourd'hui, il faut le dire très clairement, il y a une prise de conscience des industriels. Ils ont bien conscience qu'il faut protéger ce patrimoine, et en même temps, on ne peut pas paralyser la vie économique pour quelques lingots de plomb, si j'ose dire. Je ne plaide pas pour ma paroisse en disant ça, mais il faut savoir raison garder, trouver à discuter avec eux. Là, vous avez l'expertise qu'on a réalisée avec une collègue, Elisabeth, et une partie de mon équipe, il y a bien des années, sur le chantier du Havre-Port 2000. Ce que vous avez devant vous, là, ce très joli Mikado, c'est une épave du XVIIe siècle qui était probablement entière sur le fond de la Seine et qui a été ramassée par les dragues. Et là, quand même, pour dire, même si j'ai beaucoup d'amis au Havre, mais c'est en toute conscience que l'épave a été dissimulée sur le quai de l'oubli. Mais il se trouve que l'oubli n'a qu'un temps, et qu'il y a des bonnes âmes qui nous ont téléphoné en disant vous devriez venir voir, il y a une épave sur le quai. Et c'était ça, l'épave, c'était un Mikado, il n'y a plus grand-chose à en sauver. Les destructions sur les zones d'estran aujourd'hui sont considérables. Pour les raisons que j'évoquais environnementales, c'est-à-dire que la zone intertidale est dévorée par les tempêtes et les marées, par la remontée des eaux, et puis surtout parce que les activités balnéaires ont amené très souvent les municipalités à intervenir pour dégager ce qui apparaissait du sédiment, même si c'est une épave du XVIIe siècle, parce que les maires ont le souci de ne pas se retrouver poursuivis parce que quelqu'un s'est blessé en faisant du char à voile, en venant heurter une épave du XVIIe. Et donc il y a eu beaucoup de destruction dans ce domaine. Les menaces liées aux activités halieutiques ne sont pas minces non plus. Le patrimoine culturel immergé pâtit vraiment terriblement des chalutages. Alors évidemment, c'est toujours la même chose. On ne peut pas paralyser l'activité des pêcheurs, et en même temps, on est bien obligé de constater qu'il y a des destructions massives qui s'opèrent du fait de cette activité. Voilà
Là, je vous ai montré des images de chalutiers côtiers. Là, on est déjà dans des zones plus profondes. Vous avez là, notamment, le sillon creusé dans une épave par la porte d'un chalut. Là, on est sur la côte orientale de la Corse, devant Aléria, par 330 mètres de fond. Donc, vous voyez que l'épave était probablement remarquablement conservée. Et en 4 secondes, c'est à peu près le temps que le chalutier met à traverser une épave romaine d'une vingtaine de mètres de long. L'épave a été littéralement pulvérisée. On trouve des vestiges des débris d'amphores jusqu'à 150 mètres du site. Donc ça, c'est vraiment une de nos préoccupations parce que ces épaves de grand fond, elles recèlent évidemment beaucoup de données. On va y revenir. Navigation, voilà, je vous ai mis un document que j'ai depuis longtemps parce que ça ne sert à rien, on pourrait le multiplier à l'infini. Voilà, par exemple, les tracés des passages des chalutiers au large de Courseulles-sur-Mer dans le seul mois de décembre 2012. Donc, quand vous pensez que chacun de ces bateaux tire des chaluts derrière lui, vous pouvez imaginer le statut et le destin des épaves qui se trouvent sur le fond. Et puis, ça a sécrété une activité tierce. Je vous ai enlevé le nom du commissaire-priseur, mais en tout cas, voilà, ça a été ramassé par des chalutiers et c'est vendu par des commissaires-priseurs. Alors moi, j'ai carrément des patrons pêcheurs, hein, j'en ai dans mes amis malgré tout, mais j'ai des patrons pêcheurs qui m'ont dit, oh bah quand ça pêche pas, on va en Angleterre, on passe un coup de chalut, on ramasse les fossiles puis on les vend. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils pensent que finalement on gagne mieux sa vie en ramassant des fossiles que de ramasser du poisson. Mais c'est possible que ça finisse par être ça. Mais vous voyez, les prix ne sont pas non plus négligeables. Un numérus gauche de mammouth est estimé entre 1500 et 1800 euros. Pour l'humérus droit, je ne me suis pas renseigné. Peut-être suivant le principe que à droite, paraît-il, c'est mieux. Donc c'est peut-être le humérus droit, vous seriez plus fortuné d'en trouver un. Mais il faut aller le chercher. Mais les défenses de mammouth, ou les dents de mammouth, alors moi, un type m'en a donné, hein, je l'ai mis dans les collections, mais on m'a dit « Oh, j'en ai plein !» Voilà. Je ne me suis pas rendu compte, en plus, quand il me l'a donné, que ça valait 650 euros. Mais voilà, c'est une petite activité liée à la pêche. C'est très connexe, hein, c'est une autre activité de la pêche. Et puis, il y a évidemment ce qu'on appelle le pillage. Donc là, malheureusement, il faut le reconnaître que si la plongée a facilité l'émergence de l'archéologie sous-marine, elle a aussi suscité une nouvelle activité qui est ou une activité renouvelée. Alors là, je vous ai mis quelques photos lors de saisies que j'ai pu opérer avec la douane judiciaire. Alors vous voyez, là, vous avez la photo de droite. En fait, c'est un vide sanitaire. Alors, vous n'aurez pas l'occasion, probablement dans votre vie, il est trop tard pour aller intervenir chez des pilleurs, mais le vide sanitaire, c'est très recherché. Ça, c'est le truc, je disais tout le temps, les douaniers me disaient, tu déconnes. Je dis, pas du tout. Je dis, n'oubliez surtout pas d'aller dans le vide sanitaire. Et donc, dans cette maison, j'étais avec eux. Ils me disaient, bon, ben, on a fini. Je dis, mais non, on n'a pas fini. On n'a pas fait le vide sanitaire. Ça, c'est des photos, je pourrais vous montrer. C'était un musée, comme ça, d'objets qui étaient déjà emballés, prêts à être vendus. Vous en avez évidemment sur les murs. Et puis, vous avez quand même des gens qui sortent des canons. Alors, c'est d'autant plus ridicule que c'est un canon en fonte de fer et que, de toute façon, celui-là, en séchant, il va être détruit en moins d'1 an. Mais bon, voilà, donc voilà, même chose. Ce que je disais tout à l'heure à propos des épaves contemporaines ou récentes, c'est chez des gens qui font du commerce, qui sont des plongeurs, qui ont un métier, hein, vous en connaissez peut-être, qui ont un métier, pignon sur rue, mais qui, le week-end, pendant leurs vacances, font de l'épave parce qu'ils ont la ressource pour vendre, notamment sur le marché britannique, chez les antiquaires de marine. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a saisi en une demi-journée chez quelqu'un. Voilà, il y a ceux qui sont spécialisés. Alors voilà, là je vous ai amené parce que c'est une espèce de croisement entre la cupidité et la connerie totale. C'est un type qui avait repéré une épave de Spitfire. Et donc, il a voulu remonter l'épave de Spitfire. Il a mis des ballons pour remonter l'épave, puis c'est pas parti. Donc, il a laissé ses ballons, il est rentré chez lui. Et puis, il est revenu le lendemain, sauf qu'avec le phénomène de dépression des marées, l'épave s'est désensouillée d'un coup. Et donc, il a été prévenu par quelqu'un qui lui dit « Oh, j'ai vu tes ballons qui partaient dans le courant. » Donc, ils ont couru derrière les ballons. Il a ramassé le Spitfire et il s'est interrogé sur à qui, donc à des Britanniques en l'occurrence, il a voulu vendre l'épave de l'avion. C'est au moment où il a voulu la vendre qu'on a pu intervenir, apprendre l'information et intervenir. Sauf que ce crétin
s'était même pas rendu compte qu'il y avait encore le pilote à l'origine dans l'avion. Et donc, on n'a pu retrouver que quelques morceaux du pilote, ce qui n'était pas parti dans les secousses des ballons à la surface. Donc, le pilote australien qu'on a retrouvé, hein, non pas lui, mais les vestiges, et dont on a retrouvé l'identité, Henry Smith, la famille, donc on a pu retrouver la famille. Donc voilà, c'est une mémoire très sensible, puisque là, on est directement rattaché au quotidien et au contemporain. La famille a souhaité qu'il soit enterré dans un cimetière, évidemment, de Normandie. On a récupéré les vestiges de l'avion, mais malheureusement, il était déjà trop tard pour le reste des restes humains. Alors, les réseaux se sont internationalisés, comme tout le reste, hein, avec Internet, avec eBay. On voit maintenant apparaître des objets sur des blogs de plongeurs qui mettent en vente, et parfois c'est vendu dans la journée, ça disparaît. Donc il faudrait avoir une veille attentive. Là, par exemple, cet octant, j'ai pu le faire saisir parce que j'ai vu la photo, et évidemment, il faut agrandir, mais j'ai retrouvé le nom du chalutier qui se trouvait derrière, donc j'ai su où c'était, j'ai retrouvé le gars avec la chemise, et en fait, cet octant avait été déjà emballé pour être vendu à un Allemand qui venait de le revendre déjà à un musée de l'île Maurice, musée dont le directeur est un copain. Donc il avait payé l'octant et je lui ai remercié. Je lui ai demandé, peut-être j'aurais dû te laisser courir avec l'octant le temps que tu payes aussi la restauration de l'objet. Voilà. Et puis cette artillerie de bronze que vous voyez, ça c'est une artillerie qui a été déposée au port de Longoni il y a des années à Mayotte. C'est une douanière qui m'a dit, c'est marrant, il y a un type là qui me décharge des tubes métalliques, mais il dit qu'il a trouvé en mer des tubes métalliques pour le pétrole, etc. Je lui ai dit, ben, vous pouvez me dire, si elle m'entend, elle se reconnaîtra. Je lui ai dit, vous pouvez me dire le nom du type. Elle me donne le nom, j'ai dit, saisissez. Il ne fait pas dans le tuyau métallique du tout. Et en fait, ce sont des canons en bronze portugais du XVIe. Des pièces extraordinairement rares qu'on a pu récupérer, qu'on a rétrocédées d'ailleurs. Je vais vous montrer des images qu'on a rétrocédées depuis à Madagascar. Le pillage, c'est devenu une activité parfois pour des grandes firmes, des grandes sociétés ayant pignon sur rue. Alors on cite toujours Odyssée Marine Exploration, qui est une société de Floride qui s'est fait connaître par les récupérations de pièces sur la Nuestra Senhora de las Mercedes. C'est au large de Faro, au Portugal. Mais il y a eu des pillages menés. Alors je ne vais pas la citer ici, mais le pillage du Polucce, ils se reconnaîtront, qui est une grande société française qui a mené cette campagne de pillage sur le Polucce, sur les côtes italiennes, il y a une vingtaine d'années. Voilà, alors on trouve de tout. Voilà, je vous montre les images du site avant les pillages des fameux canons de bronze dont vous avez vu quelques exemplaires saisis sur le port de Longoni. C'est des pièces extraordinairement rares, et ces pièces se vendent, vous avez des prix, hein, ça se vend 50, 60, 70 000 dollars. Donc évidemment, la tentation est très grande. Il se trouve que c'est un ami qui habite à Madagascar qui a retrouvé le site. Et quand on a voulu intervenir, le pillage avait eu lieu entre les deux, et donc le site a été récupéré, parti par des populations locales, revendu à des Chinois qui ont revendu aux États-Unis. Je ne sais pas avec 104% de taxes que ça fera, mais en tout cas, c'est le commerce entre la Chine et les États-Unis, quand il s'agit de biens culturels dégradés et volés. Ça marche encore bien, et on a identifié l'épave. C'est un des voyages portugais du début du XVIe. C'est très probablement l'épave du São Ildefonso. Il est rarissime de trouver des épaves comme ça du XVIe siècle intactes. Vous l'avez vu avec cette cargaison, l'épave était intacte. Malheureusement, elle a été littéralement pulvérisée par ceux qui en récupérant évidemment les canons, ils ont fait au plus vite sans se préoccuper du reste. Et sur le site, il n'y a quasiment plus rien. On va dire deux mots pour satisfaire mon président qui m'a interrogé plusieurs fois dessus. Le pillage du Prince de Conti, je vous en ai dit deux mots. L'épave a été trouvée en 1974. On a appris qu'elle était en cours de pillage, découverte en 1974, mais pas déclarée comme telle.
puis pillé assez frénétiquement jusqu'en 1976, date à laquelle le drasme de l'époque apprend par une source que des lingots d'or ont été trouvés, demande une enquête. On nous a répondu à l'époque que non, il n'avait rien été trouvé. Puis finalement, une autre source qui était très précise incite à pousser plus loin et finalement on interrompt l'affaire, récupère quelques lingots d'or. J'ai connu le dossier particulièrement bien en 1983 parce que j'ai été amené à représenter le ministère de la Culture au tribunal de Lorient. Et je découvre, et donc j'ai mené une expertise sur l'épave en 85 et je me rends compte que l'épave est un chaos absolu. Vous voyez comme la mer est clémente dans la zone où l'épave s'est perdue au sud de Billon-en-Mer. Mais en fait, c'est un des sites probablement majeurs, mais il faudrait vraiment des moyens. Et toujours, je me suis dit, quand je serai grand, quand je serai vieux, j'irai. Mais comme je suis encore trop jeune et pas assez grand, je ne l'ai toujours pas fait. Mais voilà, et moi-même, au cours de l'opération, j'ai trouvé 3 lingots d'or sur l'épave et il y en avait probablement beaucoup d'autres. Comment en fait, commence une enquête qui n'a pas cessé encore aujourd'hui, hein, que j'ai menée pendant 40 ans. Notamment, une source me permet, dans les années 90, de récupérer une photo dont j'identifie très vite l'auteur, qui donc a vu, vous avez cette masse de lingots d'or, photographiée en 1976. Et comme la source me produit la photo sans qu'on puisse en faire état officiellement, j'ai gardé la photo. J'ai gardé la photo en me disant ça finira par servir. Et donc, le bon Dieu est venu sonner à ma porte en 2018 sous la forme d'un collègue qui restera anonyme, espagnol, qui me dit « Tu devrais regarder, il se vend en Floride des lingots d'or. Et il me semble que tu en as publié de similaires. » Et donc, la preuve va arriver là, c'est sur le site de Floride, on voit cette dame qui explique sa découverte par 40 mètres de fond, par hasard, tout le monde plonge à 40 mètres de fond et trouve par hasard des lingots d'or. Et elle dit elle-même, et elle produit, pour montrer la date de la découverte, elle montre la photo que je possède depuis 25 ans, depuis 20 ans. Donc j'ai saisi les douanes françaises d'abord qui m'ont dit là aux États-Unis vous n'aurez jamais gain de cause, donc il a fallu s'arracher. J'ai notamment fait analyser la flore et la faune qu'on trouve sur la photo. En disant, bon, la dame dit que c'est autour du Cap-Vert, pas 40 mètres de fond. Est-ce que c'est possible? Alors je leur dis d'abord, est-ce qu'on peut trouver ça au Cap-Vert? Et les biologistes me tuent mon envie en me disant, oui, on trouve ça un peu partout en Atlantique. Oui, entre 0 et 10 mètres, on trouve ça. Alors je dis, oui, mais à 40 mètres. Ah, il me dit, non, là, ça, c'est absolument pas possible. Hop! Premier truc. Le deuxième, j'ai fini par identifier cette dame qui parlait très bien anglais, mais avec un petit chouïa de français derrière. J'ai fini par l'identifier comme la belle-sœur du photographe de l'époque. Donc les douanes américaines ont senti qu'il y avait peut-être quelque chose derrière tout ça. Et on a eu gain de cause. Et les lingots d'or ont été saisis. Et il y aura un procès à Brest cette année du photographe. Ceci dit, on en récupérera bien moins que ce qui a été probablement découvert à l'époque. Comme quoi, je dis toujours cette affaire, je le dis aux étudiants, enseigner 3 règles, c'est d'abord tisser des réseaux d'informateurs. Un archéologue ne doit pas, en tout cas un archéologue sous-marin ne doit pas rester enfermé dans sa bulle, dans sa protection scientifique. Il faut, quand on a la charge de gérer l'État, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait dans votre vie, il ne faut pas hésiter à remonter les manches de chemise. Il faut être toujours vigilant, c'est-à-dire écouter tout ce qu'on vous dit et ne croire rien. Et puis faire preuve d'opiniâtreté. La preuve, 40 ans après, il y aura un procès. Le premier pillage date des années 74-76 et le grand procès aura lieu probablement en 2025 ou 2026. Et la deuxième affaire, Monsieur le Président, l'affaire Corse, l'affaire du trésor de la vague, j'ai connu en direct en 1986 une vente de pièces d'or à Monte-Carlo, attire notre attention. Un journaliste de Corse Matin a écrit un article en disant il y a des types qui ont trouvé des pièces dans l'eau, donc ça nous concerne. Ces pièces, en fait, démarrent une affaire qui se poursuit aujourd'hui, démarre une affaire assez singulière. Pour l'essentiel des monnaies de Galien, de Claude de Gothique, de Quinty et d'Aurélien, 4 empereurs qui se succèdent dans le troisième quart du IIIe siècle après.
et un plat en or dont à l'époque une source fournit un dessin restitué. Et il nous aura fallu en fait jusqu'en 2010 en cultivant les sources, en discutant avec les milieux mafieux, parce que là, on est quand même dans des affaires extrêmement conséquentes. Hein. Le trésor de Lava est probablement, au vu des données dont je dispose et dont Sylviane Estiot, qui est un chercheur du CNRS, a fait tout un gros compendium des pièces qui ont revu le jour, et elle arrive au même résultat que moi. Le trésor de Lava, c'est probablement environ 1400 pièces d'or, plus au moins un plat et d'autres objets. Si j'arrive à vous les montrer. Voilà. Donc, notamment une statue en or. Ce qu'il faut comprendre, c'est la valeur de ces pièces. Un galien, là j'ai la trace précise, un des galiens en or, multiple de galiens. L'auréus, c'est la pièce de base, et puis après le multiple, c'est X fois la pièce de base. On a retrouvé la trace d'un multiple de galien qui a été vendu 700 000 € à l'unité. Et comme je travaillais à l'époque beaucoup avec Interpol, j'ai été leur donner des cours, et je m'étais amusé. Un jour, j'ai sorti mon porte-monnaie lors d'une séance internationale d'Interpol à Lyon. J'ai sorti, j'ai dit, vous allez voir, je vais vous montrer comment ça marche. Et j'ouvre un porte-monnaie, je sors des fausses pièces. Évidemment, de loin, ils ne pouvaient pas le voir. Et je leur dis, voilà comment on blanchit l'argent et on traverse la planète. J'ai dit, regardez, dans ce porte-monnaie, j'ai 10 millions de dollars en pièces d'or de Lava. Et lequel d'entre vous a vu qu'on ouvrait son porte-monnaie lorsqu'on passe un aéroport? Je me suis vu enlever mes chaussures, enlever les ceintures, sortir les ordinateurs, enfin tout sortir, jusqu'au moment où on se dit, là quand même c'est peut-être beaucoup ce que vous me demandez d'enlever. Mais on ne m'a jamais demandé d'ouvrir mon porte-monnaie. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait facilement blanchir de l'argent comme ça en l'exportant, parce qu'une pièce qui vaut 700 000 $, elle vaut 700 000 $ à Paris, elle vaut 700 000 $ à Costa Rica. Donc, et ces pièces ne perdent pas parce qu'elles sont vendues par des collectionneurs qui, eux, s'en fichent de dire qu'ils les ont. C'est les fameux grands collectionneurs qui peuvent avoir des collections de tableaux dans des coffres. J'en ai visité des coffres où on se dit, c'est pas possible, c'est le musée du Louvre. Donc voilà, ça alimente et ça contribue au blanchiment. L'UNESCO considère, et l'ICOM considère aujourd'hui que le trafic des biens culturels, c'est probablement la troisième source d'argent noir dans le monde. Donc c'est absolument pas négligeable. La statue que vous avez ici est une statue en bronze. La statue en or a disparu, donc j'ai retrouvé un témoin extraordinairement fiable. On a pu vraiment tester ce témoin. Et ce témoin l'avait eu dans les mains. Il en avait même eu un morceau dans les mains, puisque la statue a été débitée en plusieurs personnes à l'époque. Et donc, dans l'anonymat le plus complet, on l'a fait venir. Je l'ai fait venir avec un ami réalisateur, Karel Procope. On l'a fait venir à Paris et on l'a fait travailler comme pourrait le faire la police judiciaire pour les portraits robots. On l'a fait travailler toute une journée. On a testé et il nous a reproduit. C'était incroyable, il connaissait parfaitement la statue par cœur. On a vraiment tout tenté pour essayer de le désarçonner. Et du coup, je l'ai fait faire en bronze pour moi, pour la présenter dans des expos, puisque la statue en or a complètement disparu. Donc c'est un reflet probablement. Aujourd'hui, cette statue en bronze est un reflet de cette statue du IIIe siècle, pièce absolument unique comme le plat que vous avez vu. On n'en connaît qu'un autre de Septime Sévère, qui se trouve d'ailleurs à Paris. Le plat, quand on l'a récupéré en 2010, on l'a saisi dans un train qui passait, qui venait de Belgique et qui retournait à Marseille. Le plat a été estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Alors, pour finir sur une note plus guette, on va parler de l'enjeu de la suprématie technologique. La conquête des grands fonds, c'est une ambition planétaire. Ça l'est aussi, cette ambition. Aujourd'hui, on discute beaucoup de ces problèmes, de la gouvernance des fonds marins. La conquête des grands fonds, c'est aussi un thème pour les... Alors, je vous ai mis pourquoi les archéologues se passionnent pour les épaves de grands fonds, alors que c'est très compliqué, coûteux, complexe. Parce que les épaves perdues par grands fonds sont de très loin les mieux préservées, c'est tout simple. Passé le chaos initial du naufrage, les épaves
épaves n'ont subi aucune détérioration particulière. Il n'y a pas eu de récupération d'origine anthropique immédiatement après le naufrage. Il n'y en a pas eu non plus depuis les années 50 et la création de la plongée autonome. Il n'y a pas d'effet de houle. Il y a une oxydation qui est minimale. Et puis, il n'y a pas de ver marin, le fameux Teredo navalis, qui mange le bois des épaves. Donc, ces épaves, pour nous, sont des réserves invraisemblables de DOC. Donc, c'est comme ça qu'en 2007, j'ai lancé le programme d'archéologie des abysses qui se poursuit plus ou moins aujourd'hui. On a commencé par faire un peu le tour de la planète, aller tester les robots des autres, les machines, etc. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, les robots utilisés dans d'autres disciplines de la science, ou par les industriels, ou par les militaires, étaient comme les navires, au fond, ils étaient construits et faits avec une idée de leur usage, et ça ne correspondait pas à nos besoins, à nous, aux besoins des archéologues. Donc on s'est lancé dans l'idée de concevoir nos propres machines, de les concevoir et de les construire. On a choisi, j'ai eu l'occasion d'une conférence de présenter le site de la Lune. On a choisi la Lune, qui est un grand vaisseau perdu en 1664 à 5 nautiques de Toulon. Et je trouvais que c'était joli. J'avais repris cette phrase de John Fitzgerald Kennedy qui, à Houston, avait dit on a choisi, on ira dans 10 ans, on ira sur la Lune. Et je me suis dit, nous aussi, on va y aller dans 10 ans. Bon, j'ai un peu menti, 2010-2025, c'est pas tout à fait 10 ans. Mais en tout cas, on y a été. L'idée, c'était en 2007. En 2012, on était sur la Lune, qui est devenu notre chantier laboratoire. Donc, c'est un navire absolument magique. Je me bats en disant il faut en faire un grand projet national comme les Suédois l'ont fait avec le Vasa et les Anglais avec la Mary Rose. Le bateau est entier au fond. Il est sur 91 mètres de profondeur, ce qui est loin d'être inaccessible aujourd'hui, vu la technologie et les moyens dont on dispose, avec des collections absolument étonnantes. Alors, on a commencé à développer nos machines sur la Lune, qui nous sert encore. J'ai été sur la Lune il y a 15 jours, 3 semaines. On a passé 15 jours sur le site avec nos partenaires d'Ifremer. On a inventé, je dirais, sur ce site notamment la coactivité, parce qu'on ne peut pas envisager avec un seul robot à l'eau, de faire la fouille d'une épave comme la Lune. Sinon, on aura 300 ans de plus, c'est-à-dire qu'on ne sera plus là pour en voir le résultat. Donc, on a commencé à développer des méthodologies spécifiques à l'archéologie sous-marine, puis des machines spécifiques. Là, on a travaillé notamment avec la Marine nationale. Il y en a beaucoup dans la maison. Vous reconnaissez le nude suit qui était utilisé à l'époque par le CEFISMER. Voilà. Et puis, on est venu à l'idée de créer nos propres machines, et notamment de développer un robot archéologue sous-marin. Et autour de ce robot, de concevoir et de construire des robots d'assistance. On s'est dit, de la même manière, quand je fouille, j'utilise des outils. Et là, à grande profondeur, il faut qu'on construise. Et donc, on a conçu et construit, je vous montre quelques-unes des machines qu'on a utilisées, qu'on a conçues, construites et utilisées désormais pour prélever des objets, même extraordinairement fragiles. Donc, vous avez ici les robots. Alors, je m'excuse parce que tous nos robots ont des noms à la con. Dans la mesure où c'est une maladie chez nous, c'est l'esprit très potache. Alors il s'appelle Gribouille, Léonard, Speedy, ce qui est toujours un peu complexe quand on dit qu'il y a beaucoup de monde et que les gens sont sérieux. On se dit comment je vais leur dire qu'ils s'appellent Griffouble. En fait, c'est voilà, tous ces robots aujourd'hui sont opérationnels. Et on a commencé à travailler sur l'idée de l'humanoïde, c'est-à-dire l'avatar d'archéologue sous-marin, c'est-à-dire la machine qui sera l'humain déporté, en travaillant sur différents programmes de recherche comme celui-ci, le programme SeaHand, qui vise à développer des mains haptiques. Là, vous le voyez, dans des bains d'huile, la main commence à être capable de saisir dans un bain d'huile de la boulonnerie, des objets divers, etc. Donc, on a fait ça en travaillant avec, là, c'est le laboratoire P' de Poitiers. Donc, on a équipé un archéologue de l'équipe, là, Denis. On lui a mis des gants avec des capteurs et on a regardé quand il fouillait quels étaient les mouvements et comment on pouvait restituer ces mouvements sans avoir 300 moteurs. Parce que la main reste quand même l'objet le plus magnifique de la création et on ne peut pas imaginer faire tout à fait une main. Donc ça, c'est un projet. Et puis, j'ai rencontré à l'époque Oussama Khatib, qui est le directeur du Stanford Robotics Lab de l'université Stanford en Californie,
Donc Oussama avait souhaité dîner avec moi parce qu'il avait entendu parler du cahier des charges qu'on était en train de définir, et après m'avoir beaucoup ausculté en me demandant pourquoi j'avais fait ci, pourquoi je voulais ça, etc. Il m'a dit, je vais te montrer, j'ai un projet. Il m'a montré ce projet. Le projet, c'était des dessins à l'époque. Et on a décidé ce jour-là, c'était en 2014, on a décidé de collaborer. J'ai quitté le DRASM en 2021, mais je continue à travailler avec l'équipe de Stanford à développer cette machine qui a la vocation d'être vraiment un humain téléporté, donc avec un bras qui ne connaît pas de limite dans ses mouvements, qui est quasiment un bras humain. On ne lui demande pas de faire plus que l'humain, mais de faire autant que l'humain. Et évidemment, on s'embrasse et on chante. C'est le principe quand on termine un grand projet. Et la bouteille de champagne, Oussama m'a dit il faut la gommer de l'image, mais je ne savais pas le faire. Il disait ça ne va pas le faire aux États-Unis. Il me disait on ne peut pas montrer ça. Voilà. Mais on l'a bu quand même. On a eu honte, mais on l'a bu. Donc ça, c'est vraiment le grand projet qu'on porte aujourd'hui. On a construit, enfin, ils ont conçu et construit, et on est devenu le banc d'essai d'Ocean One, puis d'Ocean One Quay pour 1 km, la même machine capable de descendre jusqu'à 1000 mètres de fond. On est allé jusqu'à 850 mètres avec, et actuellement, il y a Ocean One X en préparation qui sera capable de travailler jusqu'à 5000 mètres de fond. Et Ocean One, en fait, c'est la machine qui fera oublier, je dis toujours, c'était dans le cahier des charges, c'est la machine qui fera oublier à l'archéologue qu'il n'est pas lui-même sur le fond de la mer quand il travaille, puisqu'on voit en 3D, à travers ses yeux, on voit en 3D, quand on bouge à terme, l'idée c'est qu'on soit libre avec des mains, avec des capteurs, et que quand on bouge au fond, quand on prend, on sent, on ressent le toucher. J'avais été voir initialement, quand on a développé le projet, j'avais été voir les gens qui font de la robotique chirurgicale. Et je pensais notamment, l'idée, vous le comprenez mieux que quiconque. Je disais, regardez, aujourd'hui, les grands pays occidentaux comme nous, on envoie des soldats au Mali, sauf que quand il y a un soldat qui est tué, les Français disent, mais qu'est-ce qu'on fout là-bas? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire parce que le type a été tué? Et je disais, le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir donner le meilleur chirurgien du monde, il faudrait qu'il puisse opérer le type au Mali. Mais on ne peut pas laisser le gars à Bamako toute l'année à attendre un possible accident ou une possible tuerie. Et donc, je disais, il faut inventer des robots, et j'ai été voir les chirurgiens qui travaillaient là-dessus. Et je disais, nous c'est pareil, on fait de la chirurgie à grande profondeur, c'est complexe à cause de la profondeur, mais on n'a pas un humain sous les mains, pour autant on a le même geste chirurgical. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est appuyé en concentrant ses savoirs pour essayer de développer ce qui deviendra le prochain Ocean One. Et je termine sur cette image surréaliste. Ça, c'est une épave qui se trouve par près de 600 mètres de fond sur la côte de Sicile, de Corse orientale. Elle a été trouvée par l'associé de Bill Gates, cette épave, qui nous l'a déclarée. On a été l'expertiser. Alors c'était surréaliste parce qu'on avait une épave de dernier quart 19e, début du dernier quart 19e sous les yeux, et en même temps, il y a un endroit où on voit un zodiaque, quoi. Et on ne comprenait pas. Et en fait, il y a encore le nom du bateau qui apparaît, Jim Morgan. Et ce bateau, c'est un mystère absolu. Mystère absolu, pourquoi? Parce que j'ai été encore vérifié ce matin, vous voyez que cette adresse Internet, vous pouvez le louer. Donc, il n'a jamais été signalé perdu, il n'a jamais été signalé coulé. Personne n'a jamais entendu parler de cette épave. Il est magnifiquement perdu juste à la frontière entre l'Italie et la France. On a enquêté chez les Italiens, on a enquêté chez les Français. On a même été enquêté chez certains services spécialisés en disant mais c'est vous qui l'avez envoyé par le fond ou... Là, on s'arrête d'en parler. Mais non, pas du tout, on n'a pas touché à ce bateau. Et en fait, ce bateau navigue par 580 mètres de fond. Donc si vous le louez, soyez attentif à y aller avec une bouée canard parce que ça peut devenir compliqué. En tout cas, c'est un mystère. Voilà, un bateau qui n'a pas disparu, qui est toujours en location et qui se trouve par 600 mètres de fond. C'est un mystère que j'utilise. À chaque fois, je me dis peut-être quelqu'un va me dire je connais la réponse. Merci. Si vous avez des questions, oui. Alors, est-ce qu'il y a... Oui. Allô. Les photos du Spitfire que vous nous avez montrées nous rappellent une chose, c'est que beaucoup de ces épaves sont classées cimetières militaires.
Est-ce que ça ne pose pas un problème par rapport aux recherches? Alors, nous, là, dans cette affaire, alors deux choses. Dans cette affaire, nous, on n'est intervenu que pour arrêter le pillage, donc de toute façon, on n'était pas à l'origine de la récupération. Deuxièmement, quand on trouve des vestiges par la reconnaissance du droit du pavillon que la France admet comme un texte internationalement reconnu, on prévient toujours. Moi, je faisais systématiquement aviser l'attaché naval de l'ambassade de Grande-Bretagne, notamment à Paris, pour leur signaler la découverte, leur demander s'ils avaient des vœux à émettre. Je le faisais pareillement d'ailleurs pour l'Allemagne, pour certains U-boats. Pendant des années, jusqu'à une quinzaine d'années, les Allemands ne répondaient jamais, alors que maintenant, ils se préoccupent enfin de protéger aussi ça. Mais la notion de sépulture marine militaire, à ma connaissance, je me souviens qu'on a eu une discussion sur le Proté, un sous-marin français qui a été coulé probablement fin 1943, qui est par 125 mètres de fond au large de Cassis, de la Ciotat. On a dit, mais il n'y a pas dans le droit français, il n'y a pas cette notion de sépulture sous-marine militaire. Les Anglais l'appliquent, nous on l'applique pas. En revanche, il y a la meilleure protection du monde, ce sont des vestiges qui sont considérés comme présentant un intérêt historique et donc qui n'ont pas lieu d'être récupérés en aucune façon. Si la loi avait été respectée, il n'y aurait même pas cette discussion, puisqu'au fond, le type la loi lui faisait obligation de déclarer sa découverte dans les 48 heures du retour au port. Et nous, on aurait saisi l'ambassade de Grande-Bretagne et prévenu qu'il ne fallait pas y toucher. Donc en fait, on a découvert parce que quelqu'un nous a avisé qu'un type avait soulevé le Spitfire, quoi. Sinon, voilà. Mais je ne me fais pas d'illusions. Ça se fait ailleurs, dans la mesure où il y a un marché, il y a un black market en fait de tous ces objets. D'ailleurs, il avait déjà, quand on est intervenu avec le procureur, il avait déjà des contacts pour vendre les vestiges de l'avion. Donc ça va assez vite, il y a un marché pour ça. Oui. J'ai le micro, je vais poser ma question. À qui appartient de façon, j'allais dire, évidente les vestiges sous-marins? En d'autres termes, est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est évident? Et corollaire de la question, si je trouve une pièce d'or sous l'eau, j'imagine qu'à la limite je la garde. Si je trouve un sac, je m'interroge. Si je trouve vous aurez le temps de penser un trésor, en prison. si je trouve un trésor, voilà, ça semble évident. Est-ce qu'il y a un quantum qui fait qu'à un moment donné, non. l'État dit c'est à moi, ou est-ce que c'est décidé avant? Enfin, à quel moment on sort de la zone entre guillemets grise? À la seconde où vous mettez la main dessus. Alors en fait, c'est très simple, si j'ose dire, c'est que la loi, je dirais, la loi latine, parce que finalement, on applique des choses qui sont dans le droit romain. Dans le droit romain, le naufrage ne valait pas rupture de propriété. Vous étiez propriétaire à surface, vous étiez toujours au fond. C'était toujours à vous. Il se trouve que beaucoup de propriétaires ont disparu, et comme nous, si on disparaît sans héritier, c'est l'État va hériter de nos biens. Là, c'est la même chose, et ça a été codifié de manière différente, mais de manière très claire, notamment. D'abord par une ordonnance sur la marine, une ordonnance royale de François Ier en 1543, puis dans la grande ordonnance de la marine de Colbert du XVIIe, où il a établi au fond 3 possibilités d'ayant droit. C'est un tiers de la récompense allait au sauveteur, un tiers à l'amiral et un tiers au roi. En fait, l'amiral était son frère, donc ça restait dans la famille. Dans le cas des épaves présentant un intérêt historique, archéologique, etc., la loi a évolué au fil du temps, mais c'est très clair. Il a existé à un moment, il était prévu une récompense qui devait être définie par un décret. Ça, c'était la loi jusqu'en 1989, celle qu'on appliquait, et on reprenait l'ordonnance de Colbert, parce que le fameux décret, c'est un peu comme la déclinaison de la Convention UNESCO en droit national qui n'a jamais eu lieu encore aujourd'hui. Le décret n'a jamais été pris. Donc on n'a jamais eu de décret qui expliquait comment on allait payer la récompense. Et donc on appliquait Colbert, c'est-à-dire on lui disait, on lui remettait avec un certificat de remise d'objets, on plombait les objets, on les décrivait, on les photographiait, on remettait les objets, à peu près un tiers des objets. En réalité, il y a d'ailleurs... On croit tout le temps que les gens vont penser à s'enrichir. Pas du tout. Il y avait très peu de demandes en fait, de gens qui demandaient à bénéficier de la récompense. J'ai toujours été étonné par ça. La préoccupation des gens, très souvent, c'était de dire est-ce que j'aurai mon nom au musée? Parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Et je trouvais que c'était légitime
qu'ils aient leur nom. Mais la loi ne prévoyait pas de remettre des objets à part chez Colbert. Et en 89, la loi a dit non, pas du tout, on va établir une récompense ad valorem scientifique, non pas de valorem de la pièce, ad valorem scientifique. Et les sommes ont été circonscrites jusqu'à 30 000 € aujourd'hui, suivant l'intérêt de la découverte. Mais en aucun cas, vous n'en êtes propriétaire parce que le sol marin n'est pas à vous. Donc, à terre, vous avez des droits à partager avec l'homme du terrain, et encore, il y a une loi qui a évolué là-dessus. Mais bon, moi, les lois à terre, je ne les applique pas parce que je ne fouille plus à terre depuis 45 ans. Mais dans les lois sous-marines, c'est très clair. Hein. Ce que vous trouvez, c'est il y a toujours un propriétaire, soit le légitime propriétaire, s'il est susceptible d'être identifié, qui réclame son droit, etc. Donc, il n'est pas à vous. Et, soit c'est l'État. Voilà, il n'y a rien pour vous. Donc, que vous preniez une pièce ou vous en preniez 10, vous êtes plus chanceux d'en avoir pris 10, mais ça va finir mal, avec un peu de chance. Dans tous les cas, ça doit finir mal, si les archéologues ou les enquêteurs sont bons. Voilà. Donc non, il n'y a pas de vraie chronologie. La preuve, la Convention UNESCO de 2001 dit « Nous retenons comme épave présentant un intérêt historique, etc., toutes les épaves qui ont plus de 100 ans d'âge, 100 ans d'âge et plus. » Mais la France n'a ratifié la Convention, et elle n'est pas le seul pays au monde, en disant « Mais on ne veut pas de cette limite de 100 ans. » L'UNESCO a dit « Mais chacun, ça c'est le petit dénominateur commun, c'est 100 ans. » Là, on n'y touche pas. Et après, chacun peut faire ce qu'il veut. Et moi, j'ai par exemple travaillé, j'ai été avec Paul-Henri Narjolet, d'ailleurs, et un milliardaire américain, la Vescovo, on a été sur les restes de la Minerve. La Minerve, on l'a intégrée comme une épave présentant un intérêt historique, hein, le sous-marin perdu en 68. De la même manière, le Ravenel à Saint-Pierre-et-Miquelon, là où on va construire les bagnes. Non, je vous l'annonce, c'est pour ce soir. Hein. Ça change tous les jours, mais ça va vite, il faut suivre. Ne ratez pas une séance d'information, vous ne serez plus dans le coup. Mais en tout cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Ravenel, on l'a considéré, on a mené des campagnes pour essayer de retrouver, parce que la perte d'un chalutier en 1968 avec 15 hommes à bord, sur un archipel comme Saint-Pierre-et-Miquelon, évidemment, c'est une perte énorme. Tout le monde connaissait quelqu'un à bord. Et donc, on l'a considéré comme une épave historique. Et pourtant, c'est des épaves qui datent de 1968. Donc, en réalité, 100 ans d'âge, ça, c'est international. Et on juge ensuite au coup par coup. Mais aujourd'hui, on intègre dans les épaves, alors là, toutes les épaves de la Seconde Guerre mondiale, on les considère comme présentant un intérêt historique, d'autant que la protection des épaves nous est imposée, si on n'est pas fou, c'est que beaucoup de ces épaves présentent des vrais dangers par les chargements. Donc je n'ai pas évoqué ça ici parce que c'est un long sujet, mais j'avais eu l'opportunité de le signaler lorsque je représentais le ministère de la Culture au Grenelle de la Mer, en rappelant que beaucoup de ces épaves qui sont notre passé peuvent constituer un vrai danger pour notre futur. Donc protéger ces épaves, c'est aussi peut-être éviter que des gros malins finissent par provoquer une des catastrophes en intervenant. Voilà. Mais non, je suis désolé, pour votre pièce d'or, il faudra me la rendre. Rendez-vous à Saint-Pierre. Mais vous aurez droit à un sourire. Rendez-vous à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je viendrai faire le gardien si c'est comme ça que je peux avoir la source de l'information. Oui. Bonsoir. Oui, pardon. Ma question, est-ce que les épaves, les sépultures marines sont aussi le lieu d'écosystèmes vivants ? Est-ce qu'en venant finalement au fond, est-ce qu'on approche aussi une certaine faune et flore aussi inconnue que ces épaves? Et du coup, est-ce que le DRASM travaille avec des laboratoires de biologistes marins et autres? Merci. Oui, alors ça c'est un truc qui a complètement évolué. Je me souviens, je donnais un cours, je ne sais plus où c'était, à Paris pour je ne sais quel grand cénacle, et je montrais des photos d'une épave qui avait été découverte par la marine par 328 mètres de fond, et il y a plein de gens qui viennent me parler de l'épave, entre autres, comme ça en fin de conférence, et puis quelqu'un vient, il me dit, vous avez, et il me sort un nom à coucher dehors avec un billet de logement latin, et il me dit, vous avez ça.
sur l'épave, vous êtes sûr qu'elle est à 328 mètres, votre épave? Et je me dis, de quoi il me parle, lui? Et en fait, je lui dis, oui, ça, je sais que l'épave est à 328 mètres, mais le truc dont vous me parlez, je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, mais oui, mais on l'envoie. En fait, et c'est là que je me rends compte que l'utilisation de nos photos pouvait être hyper importante pour des biologistes marins, des gens qui étudient la faune et la flore. Et ça c'est une préoccupation qu'on n'avait pas du tout avant. Et en revanche, certains la connaissent ici. Nadine Lebris est venue notamment sur l'épave du Francesco Crispi, qu'on a étudié à plusieurs reprises, qui est par 500 mètres de fond, où il y a des colonies de corail blanc. Et elle est venue en disant, mais c'est incroyable, parce que là, on a la date du naufrage. On a la profondeur exacte du site, évidemment, hein, elle ne peut pas avoir bougé, l'épave, depuis 1943. On a la date du naufrage et on voit des colonies gigantesques. Donc, en tout cas, ça alimente. On est en train d'écrire, d'ailleurs, elle a dû finir sa partie. On vient d'écrire avec les gens de Stanford un article commun pour Science, pour la revue Science, justement, où on intervient, les roboticiens, les archéologues, enfin l'archéologue, le roboticien et les spécialistes de la faune et de la flore, pour justement rappeler comment les machines et l'étude des épaves peuvent contribuer à d'autres études. Mais honnêtement, c'est une préoccupation, j'y pensais même pas. C'est pareil quand on me dit, mais c'est quoi le poisson qui passe? Je dis, je regarde jamais le poisson parce que c'est l'épave que je regarde. Mais je suis un peu obtus des fois, je reconnais que c'est nul. Mais en tout cas, oui. Et je pense que ça se développera de plus en plus à l'avenir. Je reviens sur la question des droits juridiques sur les pièces d'or de monsieur. Que se passe-t-il si une épave est trouvée en haute mer et que l'État qui en était propriétaire de l'épave est un État qui n'existe plus, par exemple l'Empire byzantin? Alors que l'État n'existe plus? Oui, l'Empire byzantin qui n'existe plus et qu'il n'y a plus de propriétaires. Et alors, si on est dans les eaux internationales, il y a de manière générale les États, les 79 États qui ont ratifié la Convention de l'UNESCO, quelle que soit la zone, s'interdisent et souhaitent interdire à leurs ressortissants d'étudier ou de piller ou de dégrader des épaves, même dans les eaux internationales. Ça, c'est la première chose. On est censé appliquer ce texte, y compris si les gens viennent débarquer des objets qu'ils ont pris sur des épaves qui se trouvent dans les eaux internationales. Parce que là, du coup, les douaniers savent que toute marchandise venant de la mer est réputée d'origine étrangère. Ça, c'est le code des douanes. Donc, normalement, il doit y avoir une déclaration. Donc, s'il n'y a pas de déclaration, il peut y avoir saisie. Plus amende, puisque non-déclaration. Ça, c'est une des premières armes que nous avons. Deuxièmement, suivant la nature, la nationalité des ressortissants, vous pouvez intervenir auprès du pays en disant ils ont pillé une épave dans les eaux internationales, ils sont en train de débarquer chez nous ces objets. Nous appliquons la Convention UNESCO, vous l'avez ratifiée, donc vous devez intervenir auprès de vos ressortissants. Mais évidemment, tout ça est assez compliqué. On est intervenu sur du pillage d'épaves du XVIe siècle française en Floride. Et tout le monde était d'accord avec moi. J'avais présenté le dossier lors d'une commission interministérielle. Tout le monde était d'accord avec moi, sauf qu'au moment de dire il faut payer l'avocat à Washington, là, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, en plus, le procès a duré, il y a eu des appels, etc. Mais en tout cas, on a gagné. Donc, on a pu faire protéger. Le juge de Tallahassee a reconnu que nos arguments étaient bons, que l'épave devait être protégée. C'était des Américains dans les eaux américaines, sur une épave française. Donc, il y a des ressources. Le vrai problème, c'est que, je vais le dire ici, mais vous mettez deux spécialistes du droit ensemble dans une pièce, vous n'avez pas besoin d'organiser la bagarre, ils vont se débrouiller tout seuls. Ça, c'est bien fait pour ceux qui m'ont fait assez souffrir. J'ai fait du droit de la mer par obligation pendant 30 ans. Il faut que je me venge. Oui. Michel, est-ce que tu voudrais nous rappeler la réglementation ou la loi internationale sur les vestiges étrangers trouvés dans un territoire donné? Je pense par exemple à la belle barque française de 1684 trouvée dans le golfe du Mexique, près du Texas. Le machot de Bordeaux, oui, qui a été trouvé dans la baie des Chaleurs au Canada, un bateau de 1758 et qui appartenait à la France et qui a été trouvé au Canada. Le San Juan, oui, un bateau espagnol qui a été du XVIe siècle, qui a été trouvé
au Canada, sur les côtes du Canada. Et alors, dans ces 3 cas-là, l'épave est restée sous la responsabilité du pays où elle a été trouvée. Oui. Alors, est-ce que c'est conforme à la loi Alors, internationale? oui. On va les prendre l'un après l'autre. Dans le cas de Label, oui, c'est moi qui ai fait le dossier aux affaires étrangères. Et après, ça a duré 2-3 ans, la discussion. Mais en tout cas, Label a été reconnue comme une épave du droit du pavillon français. Donc, Label est française. Ce que nous avions décidé en commission interministérielle, c'était de ne pas céder sur le principe du droit, c'est-à-dire la France reconnaît le droit du pavillon des autres et on souhaite que les autres reconnaissent notre droit du pavillon. Donc Label, les Américains ont admis que le bateau était français, mais en revanche, moi j'avais souhaité, et ça a été validé comme tel, je crois que Serge Ségura, qui n'est pas là, mais était déjà, je travaillais peut-être déjà avec Serge à l'époque quand il était à la direction juridique du droit de la mer, on a fait valider le principe qu'on ne demanderait pas la restitution des collections. Elles appartenaient à la France, mais elles resteraient dans le pays où avait lieu la fouille. En revanche, en faisant valoir nos droits de propriété, on interdisait de facto qu'il soit fait n'importe quoi sur l'épave, voire une récupération commerciale. Les Américains ont reconnu que la belle était française. Là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a eu un accord qui a été signé. On avait un projet d'exposition ici même, que tu connais, là-dessus. Donc, l'expédition de Cavelier de la Salle, la belle est française. Le macho, je pense qu'on n'a jamais, parce que ce sont des archéologues qui ont travaillé dessus, on n'a pas introduit, alors qu'aux États-Unis, ce n'était pas très clair au départ ce qui allait être fait. On n'a pas introduit, mais le macho est un navire portant le pavillon français. Il est français au regard de la France. Le San Juan, c'est différent parce que c'est un baleinier basque qu'on retrouve au Labrador. Le baleinier basque, en fait, il n'y a pas de droit du pavillon qui s'exerce sur un navire de commerce. Donc, nous, si c'est un navire, quand je dis un droit du pavillon, c'est que la Belle, par exemple, les Américains, au moment des grandes querelles qu'on a eues avec les Américains au moment du procès, les Américains disaient « Oui, mais non, mais attendez, dans le document d'archives, c'est marqué qu'à propos de Cavelier, le roi lui a donné la Belle. » Et j'aurais dit, mais attendez, le roi lui a donné, ça ne veut pas dire qu'il lui en a fait cadeau à l'époque. En fait, il lui a donné, ça veut dire qu'il lui a confié. On a amené des tas de documents, puisque la Belle apparaît encore dans les inventaires de la marine du roi, longtemps après sa perte. On dit qu'elle est, je crois qu'il était écrit, mais de mémoire, mais Philippe se souvient peut-être, mais on dit qu'elle est partie dans le golfe du Mexique ou un truc comme ça, et on dit qu'elle s'y est perdue, je crois, mais longtemps après. Donc ça veut bien dire qu'elle était toujours à l'inventaire de la marine du roi, bien après qu'elle soit partie pour la côte américaine. Le macho, il n'y a pas eu de revendication. Le San Juan, nous, quand c'est un navire de commerce français, type par exemple un navire, je pense au Dromadaire, qui était un navire de la Compagnie des Indes qui a été pillé, assailli par des chasseurs d'épaves, on n'a rien pu faire puisqu'on ne pouvait pas demander on peut toujours demander, je l'ai fait pour des épaves qui se trouvaient au Chili, en disant simplement que la France était passionnée par l'épave, c'était super important, il fallait absolument que le gouvernement chilien mandate des archéologues pour faire l'étude, mais c'était du lobbying, j'avais pas de texte juridique. Mais si l'épave est reconnue comme de notre pavillon, en tout cas pendant les 15 ans où j'ai été directeur, on remettait systématiquement aux affaires étrangères un dossier de demande de revendication de propriété de la France. Jamais en demandant le retour, parce que c'est le cas de la boussole et de l'astrolabe à Vanikoro. Si on demande la restitution immédiate des collections, les gens se crispent. Surtout que sur la Belle, ils avaient déjà dépensé 7 millions de dollars quand on est arrivé pour dire que c'était à nous. Donc c'était un peu compliqué. En plus, j'avais dit aux affaires étrangères, j'avais dit évitons les faux pas parce que le gouverneur du Texas est un type pas sympathique dont on me dit qu'il pourrait devenir le président des États-Unis. C'est ce que me disaient les Texans. Et c'était George Bush junior. Donc j'avais pas eu du nez, c'est eux qui me l'avaient dit. Donc on a bien fait de pas trop se fâcher avec lui. Mais en tout cas, la Belle est française, ça c'est sûr. Et donc le principe, c'est normalement... On n'introduit pas des recours toutes les 3 minutes parce que ça prend du temps, ça demande des procès, etc. Mais si c'est fouillé par des archéologues et que ça va dans un musée, on n'a pas de raison vraiment de se préoccuper. Nous, on en a d'autres, des épaves, on en a partout. Mais si on sent qu'il y a une menace, dans le cas des expéditions de Jean Ribault sur les côtes de Floride en 1565, je suis intervenu parce que j'ai été prévenu par des copains américains parce que j'avais travaillé avec eux dans le lac Michigan, peu avant, et ils m'ont dit, il y a des gars qui ont trouvé des épaves, il y a des canons, des armoiries de François Ier, etc., et d'Henri II, et ils veulent les vendre. C'est comme ça que j'ai su l'existence, et que c'est par ce réseau qu'on a mené un procès qui a duré 2, 3 ans ou 4 ans au moins, mais le juge américain nous a donné quitus que l'épave était à nous.
Donc pour l'heure, on n'a pas remonté d'opération pour l'étudier. Voilà. Maintenant, si c'est un navire marchand, sauf s'il y a des légitimes héritiers du propriétaire de la cargaison, ce que les Espagnols ont plaidé dans l'affaire de l'Odyssée, sur la Nuestra Señora de las Maravillas, ils ont dit, de la Mercedes, ils ont dit, mais en fait, c'était le trésor du roi d'Espagne. Il y a des documents qui attestent que c'était le trésor du roi d'Espagne qui circulait, donc ça appartient encore au roi d'Espagne, etc. Mais ils ont gagné le procès. Les Espagnols ont gagné le procès. Odyssée a été obligé de restituer les collections. Il y a toujours une solution juridique, mais honnêtement, c'est la bouteille à l'encre. Dès qu'on est dans le droit, c'est compliqué. Et en plus, il faut des pays qui appliquent le droit. Oui. Tu as parlé de l'importance des sources pour localiser les épaves. Et à cet égard, où est-ce qu'on en est de la recherche La cordelière. Là, tu t'appuies juste où ça fait le plus mal. C'est l'heure, je crois. Il faut qu'on s'en aille. Alors, la Cordelière, c'est magique, ce bateau. C'est le navire amiral de la Duchesse Anne qui est en combat singulier avec un Anglais, le Regent, coule en pleine bataille navale devant Brest, quelque part entre la sortie du Goulet de Brest et la Pointe Saint-Mathieu, en 1512. La flotte française ayant fui. Je suis désolé, mais nous, les Bretons, on était encore là. Et donc Portsmouth, qui est le fameux prix Moguet, qui a donné son nom à pas mal de bateaux de la marine, Portsmouth se retrouve quasiment seul avec un type qui viendra témoigner au procès, qui vient avec une nef qui vient de Caen, qui est probablement un petit bateau. Il se harponne les Anglais, il finit par couler le Régent, qui est le sister ship de la Mère Rose, un des plus gros navires de l'époque. Chacun d'entre eux avait pratiquement 200 canons. Donc c'est deux monstres qui sont partis par le fond en emportant tous les gens qui étaient à bord. Je crois qu'il y a le pilote et 5-6 hommes qui ont été sauvés. Et donc c'est vrai qu'on a essayé d'arracher des archives françaises et anglaises tout ce qui pouvait nous donner une localisation géographique. On a raisonné à l'infini. Je ne sais même plus comment je crois qu'on a même fait parler les morts et on n'a pas trouvé l'épave. On a trouvé une épave. Pendant la première opération en 2018, on a trouvé une épave qui est, à mon sens, qui est une épave qui a été coulée à la même époque exactement, peut-être même une des épaves dont un témoin dit que Portsmouth, donc prix Moguet, Portsmouth a coulé un navire d'accompagnement anglais avant de se retrouver confronté au Regent. Et cette épave, je suis presque sûr que c'est celle-là. Mais il n'y a pas de canon du tout. Donc c'est vraiment un navire marchand. Mais il est construit exactement comme la Mère Rose dans les fonds, sauf qu'il est à 50 et quelques mètres de fond, dans des conditions un peu dantesques, assez au large du Goulet. Et on est retourné en 2019, mais il y avait la convention, le colloque international qu'on organisait pour l'UNESCO. Et puis après, il y a eu le Covid, etc. Et les opérations n'ont pas reprise. Alors chaque année, on me dit, est-ce que tu vas retourner sur la Cordelière? Mais aujourd'hui, je tire beaucoup moins de ficelles, il faut bien le dire, que quand j'étais directeur de l'archéologie sous-marine dans ce pays. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais la Cordelière reste une espèce... Enfin, en tout cas pour moi, et pour beaucoup de gens, ça reste un mythe. Il faut quand même se souvenir que je viens de vous dire, sans que ça choque personne, que c'est le navire amiral de la Duchesse Anne. La Duchesse Anne a été femme de l'empereur. Elle a été 2 fois reine de France. Et c'est la seule reine. Je connais des tas de ducs qui se feront appeler volontiers roi. Et c'est la seule reine qui s'est toujours fait appeler duchesse. C'est ça la noblesse de la Bretagne. Hélène, on en discutera en réunion de section demain. Je crois que cette brillante intervention touche à sa fin, Michel. Ce que tu ne nous as pas dit, c'est que pour exercer ce fabuleux métier, il faut être un sacré bon plongeur quand même. Tu as passé combien de milliers d'heures sous l'eau? Tout le monde se moque de moi dans mon équipe, mais j'ai calculé il y a quelques années, parce que quand on nous a dit vous aurez des bonifications de retraite, ce qui fait que je suis parti à la retraite avec 250 trimestres, donc ça ne servait à rien, mais j'avais calculé que j'avais passé probablement pas moins, peut-être autour de 10 000 heures dans l'eau, mais c'était pas, la plongée m'intéressait pas. J'ai honte. Mais c'est vrai, la plongée, c'était pas mon truc. Moi, c'était la mer. Voilà, la mer, c'était ma vie. Mais la plongée, j'ai vraiment appris à plonger que pour faire de l'épave. Et c'est resté, voilà, mon obsession.
Donc, c'est une technique quand même, surtout quand on est au-dessus de pièces ultra sensibles. 10 cm compte, quoi. Donc, et profond en plus, souvent. Oui. Moi, ma plongée la plus profonde, c'est 72 mètres. Aujourd'hui, ils ont des recycleurs, ils vont à 120, 130 mètres. Ça n'existait pas à mon époque, donc c'est... Il faut savoir plonger pour faire ce métier. Et par contre, ceux qui n'ont pas beaucoup plongé, qui n'ont pas été bien profonds, c'est les frères Blanc-Camariens. Le président va nous parler, il était trésor de la barre. Ah oui, écoutez bien, vous, les pièces d'or. Imaginez 2 pêcheurs d'oursins corses, des jeunes garçons. 3 même, ils étaient. 3, d'une vingtaine d'années, effectivement, dans 1,50 m d'eau. Ah, c'est ça, 2 mètres à peine, 1,50 m d'eau. Oui, il y a 1,50 m aujourd'hui. Donc, 1,50 m d'eau, on trouvait 1200. Alors non, ils en ont trouvé parce qu'en fait la cache c'est des pierres dont l'une a une espèce de cavité naturelle et une autre venait la recouvrir. Donc ça a aménagé une cache. Dans cette cache, il y avait le plat, il y avait la statue et puis il y avait des pièces. Aujourd'hui, on a calculé par des voies complètement différentes, moi par des mafieux et Sylvia Nestio par l'analyse des actes de vente, des ventes aux enchères dans le monde entier, et des estimations qu'elle a conduites en plus. Moi, c'est en disant combien t'en avais. Je suis arrivé à 1400 pièces, ce qui est énorme, mais beaucoup de pièces avaient volé parce qu'avec le ressac, elles avaient été chassées de la cage. C'est là que vous pouvez en trouver. Mais vous ne trouverez pas que les pièces. Mais je crois qu'ils payent leur tournée en boîte de nuit à Ajaccio après, avec des pièces d'or romaines. Les gars, c'est vraiment c'est une histoire absolument incroyable. Et du reste, je vous invite à retrouver, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est sur Affaires Sensibles, sur France Info TV, un documentaire de 52 minutes, ça se trouve très facilement sur Internet, cette histoire qui est absolument incroyable. Et Michel, voilà, effectivement, est bien mis à l'honneur. On doit très très souvent dans ce reportage qui est très très intéressant, qui raconte cette histoire absolument incroyable. En tout cas, Michel, on te remercie. Tu nous as fait. Pour ceux qui ne savaient pas, effectivement, l'archéologie sous-marine, c'est une de plus excellence maritime française. Oui. Voilà, donc on est leader mondiaux, on va dire. J'espère qu'on le restera, même si la concurrence va devenir dure. Et les Chinois ont été, la grande Chine, les Taïwanais aussi, mais c'est plus compliqué. Mais les Chinois, la grande Chine, la première fois qu'ils sont venus, je me souviens encore dans mon bureau, ils n'avaient rien, ils savaient rien, ils n'y connaissaient rien. Et 6 mois après, alors je leur ai même montré les plans le projet de mon premier bateau, ce qui est devenu l'André Malraux qu'on a lancé en 2012, avant le Triton puis l'Alfred Merlin. Et 6 mois après, ils m'ont envoyé un papier pour me dire on t'invite pour venir voir le bateau qu'on a construit. Ils avaient construit, alors nous on avait je crois un bateau de 300 ou 400 UMS et ils en avaient fait un de 900 UMS, donc ils avaient tout de suite vu vachement plus grand. Et en fait ils sont extraordinaires parce qu'ils vont chercher dans le monde entier les gens dont ils ont besoin, ils les font venir, ils les écoutent, ils prennent des décisions et quand ils ont pris la décision, le lendemain ça démarre. Donc je leur disais il faudrait que vous ayez un musée, un jour ils m'ont envoyé. On a été avec Ulrike Guérin, qui est de l'UNESCO. On a été tous les deux, on a été voir le musée de Ningbo, un musée d'archéologie sous-marine, comme j'en avais jamais vu, aussi grand, quoi. Mais voilà, donc c'est assez extraordinaire. Et du coup, ils vont très très vite. Mais avec des visées, contrairement à nous, quoi. C'est pas uniquement l'histoire qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent faire dire à l'histoire. Pas les archéologues, mais leur gouvernement. Voilà. C'est le pied de pilote qu'il faut avoir l'esprit. En tout cas, Michel, tu nous as passionnés. Merci vraiment pour cette intervention. Et une très bonne soirée à tout le monde. Merci.